Bienvenue, chers camarades. L'Union locale des syndicats CGT de Nice a l'immense honneur et le grand plaisir de déclarer ouvertes nos premières palabres militantes, notre première conférence sur le thème d'Ambroise Croizat, sur la sécurité sociale et l'enjeu de la bataille des retraites qui continue, qui fait rage. Si nos ennemis de classe et le capital ont leurs icônes, milliardaires, Arnaud, Bolloré, Lagardère, nous avons les nôtres comme Ambroise Croizat. Nous sommes ici ce soir réunis pour célébrer cet homme. Merci mes camarades d'être présents ce soir pour célébrer ensemble le père de notre système de retraite et son œuvre, ce militant CGT et communiste, cet homme incroyable qui a eu un jour, tenez-vous bien, l'ambitieux projet et la prodigieuse idée de mettre l'homme à l'abri du besoin et de faire de la retraite non plus une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Quel grand fou cet homme. En ces temps troublés, dans un monde tourmenté de chaos social, de souffrance, de misère, de guerre, de haine, de conflit, d'interdit de tout, ou de manque de tout, quand tout est privé, on est privé de tout, il est bon de se retrouver ici, dans la fraternité, et la bienveillance, de partager toutes et tous ensemble une belle soirée de débat fraternel. Ils sont devenus rares ces moments, malheureusement, mes camarades. Croyez-moi, dans notre société, ces moments où on peut prendre le temps de s'écouter, de se regarder et de s'exprimer en totale liberté. Et ça se passe ici, à la CGT, dans la Bourse du Travail CGT de Nice. Donc profitez-en bien, mes camarades. Profitez-en bien. À l'issue de cette conférence, on va essayer de terminer à 20h, l'Union locale des syndicats CGT de Nice est heureuse de vous inviter toutes et tous à un apéritif dînatoire. Il y aura la restauration conséquente, donc s'il vous plaît, laissez-nous 5 à 10 minutes pour installer la salle. Je vous en remercie, mes camarades. Bonne palabre et bonne conférence. Merci, mes camarades. Dans la grande tradition d'éducation populaire des bourses du travail, nous vous proposons aujourd'hui une conférence débat sur Ambroise Croizat. Parce que pour construire notre avenir, il faut connaître notre passé. Cette soirée est la reconnaissance d'un combat, d'une avancée révolutionnaire construite par des militants syndicalistes et communistes et mise en œuvre avec acharnement par celui que les salariés appelaient le ministre des Travailleurs. La sécurité sociale, la généralisation des retraites, les prestations familiales, l'ensemble de la protection sociale est un des piliers de ce qu'on nomme encore aujourd'hui le modèle social à la française. Un modèle qui a démontré son incroyable modernité face aux crises financières, sociales et sanitaires que notre pays a traversées. Un modèle basé sur la solidarité, l'équité s'opposant au dogme de la compétition et de l'argent. Il est important de se rappeler que ce projet de sécurité sociale a été réfléchi, construit dans une période des plus noires de l'histoire. Mais si aujourd'hui n'est pas hier, notre combat actuel n'a-t-il pas à s'inspirer de cette période ? Ambroise Croizat a revendiqué et instauré la démocratie, l'intervention des intéressés et des bénéficiaires eux-mêmes dans la gestion de la sécurité sociale. N'est-ce pas encore aujourd'hui une bataille à mener, celle de nouveaux droits à conquérir ? Donc, la conférence qu'on vous propose aujourd'hui va se dérouler de la façon suivante. Il y a François, syndiqué à la FAT, qui va faire une première présentation de la vie d'Ambroise Croizat. Puis, on donnera la parole à la salle. Donc, vous gardez vos questions il y a trois interventions et les questions auront lieu à chaque fois entre les interventions. Ensuite, François et Roxane reprendront la parole pour parler de la sécurité sociale. Et Régis, qui est conseiller confédéral CGT, conclura la soirée en parlant des retraites. Voilà, je passe la parole à François et je vous souhaite une bonne conférence. Bonsoir tout le monde. Donc, Ambroise Croizat, c'est un délégué syndical CGT et un député communiste. Il est né le 28 janvier 1901 à Notre-Dame de Briançon, en Savoie. Et son père, il est métallo et il travaille. Et en 1906, il veut créer une section syndicale. Et il veut créer une section syndicale. Et le souci, c'est que son patron ne veut pas. Et donc, ils se mettent en grève et ils se font licencier. Et ce qu'il y a eu d'extraordinaire, c'est qu'il y a eu une solidarité de toutes les entreprises autour.
et se sont mis en grève. Et donc, au bout de 10 jours, le grand patron de leur entreprise, qui était de Savoie, il a dû revenir dans l'entreprise. Et à partir de là, ils ont eu les congés payés en 1906 et ils ont pu créer une section syndicale. Mais le souci, c'est que le patron ne voulait plus de lui dans cette entreprise, donc il a été obligé de migrer vers Ugine, où là, au bout de 10 jours, eh ben, il s'est remis en grève. Mais là, cette fois-ci, ils lui ont dit maintenant c'est fini, on te ramène à la gare et va voir là-bas ailleurs si j'y suis. Et après, depuis jusqu'à 1914, on n'a pas de traces de lui, à part que, comment ça s'appelle, que son père, en 1914, il part à la guerre. Et Ambroise Croizat, il est obligé de travailler. Et le lendemain de son embauche, il se syndique à la CGT pour une manifestation contre la guerre. Voilà. Il est maître ouvrier ajusteur. Et voilà, et jusqu'en 1920, voilà, il travaille dans cette entreprise où justement après il intègre le Parti communiste en 1920. Et en 1927, il devient secrétaire confédéral de la CGT des métaux. Et à partir de là, il va partir à travers toute la France, voilà, voir les différents combats. Soutenir les grévistes et il va avoir un réseau, un tissu de relations assez énorme qui va lui servir après plus tard. Et en 1936, il est élu député de Paris sous l'étiquette du Front populaire et là il forge de grands acquis en 1936. Notamment les congés payés, la semaine des 40 heures, et surtout son premier vrai acquis, la convention collective. Voilà. C'est la loi du 24 juin 1936, c'est la loi Croizat. Et la convention collective, c'est la substitution du droit divin et oral du patron pour une codification écrite des conditions de travail établies par les délégués du personnel élu. Et ça a été très très important parce que même à l'heure actuelle, eh ben, on se sert encore des conventions collectives. Alors il y en a des nouvelles, il y en a des anciennes qui se créent. Et c'est justement sur ça qu'on se base énormément par rapport au droit du travail. Voilà. Mais voilà, je l'ai appris il y a 15 jours que c'était lui qui était comment ça s'appelle, l'instigateur en 1936 de cette loi. Et en 1938, malheureusement, avec tous les événements qui se passent, avec la guerre qui se propage, il y a M. Daladier, qui était pourtant un ancien du Front populaire, qui veut enlever la semaine des 40 heures, car c'est une loi de paresse et de trahison nationale. Et là s'ensuit une très grande grève nationale, où le lendemain, tous les délégués syndicaux sont licenciés. C'est le 1er décembre 1938. Et le 1er août 1939, il se fait arrêter par ce gouvernement et 36 de ses députés. Et à partir de là, il va passer pendant plusieurs années dans différentes prisons. Où, au bout d'un moment, il va atterrir à Marseille, dans un tonnier, pour aller au bagne à Alger, à Maison Carrée. Et il y a un livre qui retrace ce chemin, ça s'appelle Les chemins de l'honneur. Et dessus, le titre, il est assez évocateur, c'est de l'Assemblée nationale à la prison pour finir au bagne. Voilà. Ce qui est navrant, c'est qu'on voit que quelqu'un, 3 ans plus tôt, qui avait fait pour tout le monde des travailleurs, il se retrouve à être en prison et à finir au bagne, où justement il va travailler dans des conditions déplorables, où certains matins on va le faire lever pour lui faire croire qu'il se fait exécuter, où justement voilà, il ne sera pas exécuté. Et c'est comme ça jusqu'en 1943, où il se fait libérer par les Américains. Et en février, il intègre le gouvernement libre de Gaulle,
où justement, avec le CNR, ils vont pouvoir mettre en place les jours heureux. Parce qu'en fait, le CNR, ça a été créé par Jean Moulin, et 16 membres de moins de 20 ans. Et c'est eux qui ont mis en place, après la mort de Jean Moulin, parce qu'il s'est fait arrêter par Klaus Barbie et il est mort torturé. Et c'est en 1944 qu'ils ont mis en place les jours heureux avec tout le programme qu'il y a eu. Et c'est en 1945, voilà, après la France est libérée, et c'est en 1945 qu'il y a eu les premières notifications début octobre par rapport justement à la sécurité sociale. Et à partir de là, il y a eu en fait et c'est à partir de la sécurité sociale au mois d'octobre, et c'est au mois de novembre qu'Ambroise Croizat est élu ministre du Travail. Voilà. Et quand il est élu ministre du Travail, sa fonction, c'était ce qu'il avait décrit, c'était juste De Gaulle, ce qu'il avait laissé, c'est la création de la sécurité sociale. Voilà. Donc c'était une grosse feuille blanche. En fait, il avait laissé passer tous les arrêtés et tout pour que ce soit mis en place. Mais vu qu'il ne pouvait pas mettre parce qu'il voulait, à cause du Conseil national de la résistance, où justement il y avait plus de 5 millions d'adhérents CGT, que le Parti communiste faisait presque 29%. Voilà. Il ne pouvait pas faire ce qu'il veut, donc au mois de janvier, il a démissionné. Et c'est là où M. Larocque, M. Pierre Larocque, souvent on parle de lui comme quoi c'est le créateur de la sécurité sociale. C'est pas tout à fait vrai. Voilà. Ce qui est vrai, que c'était lui, c'était le technicien, parce qu'il avait l'expérience par rapport à ça, parce qu'il avait mis en place les assurances sociales en 1930. Mais le vrai bâtisseur et celui qui a mis un coup de fouet en moins d'un an, c'est Ambroise Croizat. Voilà, il a créé 120 maisons sociales, il a créé 101 maisons de la CAF. Voilà. Et voilà, c'est lui qui a mis tout ça en place. Et voilà, et en gros, pendant son mandat, il a mis en place la sécurité sociale, la retraite, les comités d'entreprise. Je crois qu'on en a encore, des comités d'entreprise, la médecine du travail. Il est intervenu sur le statut des mineurs, sur le statut des électriciens gaziers, sur la prévention dans l'entreprise, la reconnaissance des maladies professionnelles, la loi sur les heures sup, la caisse des intempéries dans le bâtiment. Il a revu aussi le code du travail. Et aussi, il a mis en place en 1946 quelque chose qui sera acté en 1949. C'est la formation des travailleurs professionnels, l'AFPA. Voilà. Et on peut attaquer, voilà, si... C'est pour ça qu'on est venu. Hein. Depuis le mercredi 9 novembre, alors dans ce film qui suit plusieurs autres, un peu sur le même thème que vous avez fait, notamment aux Jours heureux, la rivalité à Retour en résistance, et même à votre saga sur les ouvriers, celui-là, c'est un peu l'épopée de la sécurité sociale. Pourquoi avoir voulu le faire maintenant? Tout simplement parce que ça fait 70 ans qu'elle a été créée, on ne peut pas dire qu'on connaît bien son histoire. Et je me suis rendu compte justement par rapport au film Les Jours Heureux, qui avait quand même beaucoup circulé en France, et j'ai rencontré plein de gens dans les cinémas à RSL qui sont censés se questionner sur cette histoire sociale. Et je me suis rendu compte que l'immense majorité des spectateurs ne connaissaient pas l'origine de la Sécu, ce qu'elle est devenue, comment elle fonctionne et ce que c'est encore aujourd'hui.
Donc du coup, j'ai eu envie de faire un film là-dessus. Puis, mis à part ça, il y a quand même un problème de ne pas connaître cette histoire-là, c'est qu'elle nous accompagne quand même tout au long de notre vie, cette sécu. Donc ce sont les allocations familiales quand on est enfant, la maladie, l'assurance maladie tout au long de notre vie, et puis les retraites jusqu'à la fin de notre vie. Donc que les gens ne connaissent pas cette histoire-là, je trouvais ça particulièrement injuste. Et puis c'était aussi l'occasion de faire connaître, mieux connaître et mieux reconnaître un beau personnage qui s'appelle Ambroise Croizat, qui était le ministre communiste, fondateur de la sécurité sociale en 1945. Effectivement, il y a plusieurs enjeux dans ce film. Tout d'abord, peut-être aussi montrer à travers un personnage comme vous seul savez les trouver. Cette fois, c'est un vieux monsieur qui d'ailleurs est mort depuis, mais qui est un ancien militant CGT qui a été maître d'œuvre de la sécurité sociale. Donc l'enjeu, c'est de nous montrer que c'est un droit qui a été conquis et pas un droit qui a été donné, et un droit qui a été appliqué grâce à la mobilisation vraiment du peuple. On était décidés, on n'était quand même pas les derniers venus, on a quand même comprenait l'affaire, on était des travailleurs. Donc la sécurité sociale, c'était pour nous. Alors on savait ce qu'on voulait, pour notre bien-être. On savait ça. On a l'impression un peu dans notre société, finalement, la sécurité sociale, elle a toujours existé, puis que c'est arrivé assez naturellement, finalement, par la bonté de l'ensemble de la classe politique qui se sont dit, bon, bah, quand même, faut assurer un minimum de protection sociale pour tout le monde. Mais en fait, non, ça ne s'est pas passé comme ça s'est passé dans le rapport de force, et ça a dû être imposé, car beaucoup de gens étaient contre la médecine libérale, les mutuelles qui voyaient perdre leurs prérogatives, le patronat évidemment, l'église, enfin tout le monde était contre cette sécurité sociale, mis à part un fort mouvement populaire et une figure tutélaire qui était Ambroise Croizat, mais qui était portée par ce fort mouvement populaire, et la CGT, qui à l'époque comptait quand même 5 millions d'adhérents, et un parti communiste qui était à pas moins de 30% dans les élections. Donc c'est ce rapport de force qui a fait qu'on a pu imposer cette sécurité sociale à l'époque. Et ça ne s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur. Et ça, il faut le rappeler, que justement, Ambroise Croizat parlait de conquis social et pas d'acquis social, parce que quand on dit conquis, ça veut dire que ça ne sera pas forcément là, vitam aeternam. Ambroise Croizat était donc un ministre du général de Gaulle, au général, à qui on attribue la paternité, sans doute à tort d'ailleurs, de la sécurité sociale. Beaucoup de gens pensent que c'est de Gaulle qui a instauré la sécurité sociale. Oui, l'histoire est souvent faite par les puissants et par les notables, et rarement par le peuple, et rarement racontée par le peuple. Donc effectivement, on a laissé sous-entendre que c'était le général de Gaulle qui avait créé la sécurité sociale. Alors certes, il a laissé passer des amendements, et il a fait en sorte que ça puisse se mettre en œuvre, mais c'est pas lui qui l'a mis en œuvre, et c'était pas dans son ADN, on va dire. C'est juste que le rapport de force a fait qu'il a été obligé de le laisser passer. De toute façon, le général de Gaulle quitte le gouvernement en janvier 1946, et les premiers projets de loi, amendements déposés par Ambroise Croizat et votés, c'est mai 1946, donc il n'est plus au gouvernement, donc c'est pas son histoire. Et c'est surtout ce qu'il faut dire, c'est que cette question de démocratie sociale, c'est-à-dire de confier une part aussi importante du PIB et de confier la gestion de la sécurité sociale aux salariés eux-mêmes, il représentait 3/4 des sièges au conseil d'administration, ça provient pas du tout du général de Gaulle, qui n'a jamais vraiment accepté. Je ne vais pas lui enlever ses mérites sur d'autres points. Sur la question de la sécurité sociale, c'est pas lui qu'on a vraiment la paternité. On a beaucoup raconté l'histoire de la sécurité sociale, et quand on dit qui est le fondateur, on dit Pierre Larocque, qui était le directeur de la sécurité sociale, qui était un haut fonctionnaire, qui était quelqu'un de très bien, qui avait vraiment la protection sociale chevillée au corps depuis longtemps. Mais ce haut fonctionnaire, Pierre Larocque, sans son ministre de tutelle, Ambroise Croizat, qui avait cette force derrière lui, il n'aurait jamais rien pu faire, quoi. Donc il ne faut pas l'oublier, mais effectivement, on a tendance à l'oublier. Y compris d'ailleurs dans les écoles d'administration de la sécurité sociale, pardon, l'école d'administration de la sécurité sociale, qui est une grande école de la République, où on a complètement occulté la figure d'Ambroise Croizat, et on a occulté aussi, ce qui est presque plus grave, tout l'aspect politique de la sécurité sociale. Ah oui, c'est beaucoup plus, mis à part effectivement ces protagonistes, le fait qu'on ait nié la dimension politique de la sécurité sociale pour en faire une machine administrative et technocratique, ça c'est beaucoup plus grave. Parce que du coup, aujourd'hui, quand on parle de la sécurité sociale, on ne parle que de trous, de chiffres, de comptabilité, de gestion, et on oublie la dimension humaniste et politique qui était à l'origine de la Sécu. Et justement, c'est justement cette origine politique qui a fait qu'ils ont évité de se poser des questions administratives et financières à la création, parce que la seule question qu'ils ne se sont pas posées au moment où ils l'ont mise en place, c'est combien ça coûte.
Ils ont dit on va déjà donner des accès à la santé pour tous et des retraites décentes, et puis après des allocations familiales, et puis après on va voir comment on finance, quoi. Aujourd'hui, évidemment, on raisonnerait dans le sens inverse, on dirait il n'y a plus de sous nulle part et on fait rien. Et là, en fait, là, quand on veut, on peut, puisque la France était ruinée à l'époque. Donc du coup, c'était pas forcément évident d'envisager quelque chose d'aussi ambitieux, et ils l'ont fait. Et c'est quand même ce qui a relevé la France aussi, mais physiquement, ça on l'apprend aussi pour ceux qui l'ont oublié dans votre film, c'est-à-dire que c'est une augmentation vraiment de l'espérance de vie, une diminution vraiment aussi spectaculaire en quelques années de la mortalité infantile. Il y a vraiment, mais là pour le coup, on ne peut que parler de progrès. Ah bah oui, parce qu'en plus, non seulement c'est un progrès, mais c'est un progrès humain. Enfin, on n'est pas dans des questions de croissance, de taux de croissance, de taux de déficit, de choses comme ça. Là, on est dans la vie, quoi, avec la sécurité sociale. Et effectivement, dès sa création, en l'espace de 9 ans, la mortalité infantile a été divisée par 3. L'espérance de vie a augmenté de 15 ans sur une très courte période, sur 40 ans après la création de la Sécu. Donc c'est colossal, ça a transformé la vie des Français, et c'est d'autant plus injuste que les Français ne reconnaissent pas ça, ou ne connaissent pas, ou ont l'impression que ça a toujours existé. Alors par contre, ce que les Français connaissent bien, c'est les attaques répétées contre la sécurité sociale. Et en fait, en voyant votre film, on s'aperçoit aussi qu'elles viennent de loin. C'est pas d'hier qu'on attaque la sécurité sociale. Ah bah évidemment que la sécurité sociale, dès sa création, les gens qui n'avaient aucun intérêt à ce qu'elle se mette en place ont commencé à l'attaquer. Il ne faudrait pas croire que c'est récent. Patronac avait bien compris quand même qu'il y avait une grosse part du PIB qui échappait complètement à la loi du marché. Et donc ça, c'était quand même insupportable. Ils sont toujours à l'attaque en ce moment, d'autant plus avec des gens comme Denis Kessler ou des gens qui sont issus du milieu de la banque ou de l'assurance, parce que c'est leur cœur de métier. Et puis, y compris par les mutuelles, mais en tout cas les complémentaires santé, et puis les patrons qui se plaignent toujours de ces charges qui seraient comme si on jetait ça dans un trou sans fond, sans se rendre compte que c'est grâce à la sécurité sociale qu'on a une population qui est plutôt en forme, qui est en bonne santé, et qui donne aussi une main-d'œuvre qui, quand elle est en tranquillité sociale, est aussi plus productive dans les entreprises. Mais ça, on ne le représente jamais comme ça. Alors, par contre, on le présente parfois de manière presque drôle, c'est l'aspect comique de votre film. C'est pas le cas, d'habitude vous ne faites pas des films comiques, mais là, il y a quand même un aspect assez tellement caricatural que le personnage que vous montrez, qui nous assène dans un pays communiste, on se demande où vous l'avez trouvé celui-là, parce qu'on a du mal à croire qu'il existe, mais apparemment il existe vraiment, et puis il n'est peut-être pas tout seul. Ils ont fabriqué un système qui a tué l'économie française. Le fond politique français, c'est réellement le communisme qui est partout. La France est un pays communiste. C'est le dernier pays communiste, ça, beaucoup de gens le disent, avec Cuba et la Corée du Nord. La France est un pays communiste à tel point que le Parti communiste n'existe plus. On n'a plus besoin de lui, tout le monde est communiste. Je sais pas si vous rire ou pleurer, mais enfin, en tout cas, ça fait partie de ces gens qui militent pour que la sécurité sociale soit mise en concurrence sur la branche santé. Et donc, ils s'appellent les désaffiliés, et lui, ce personnage-là, est un peu leur gourou, leur leader. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, qui est un anticommunisme horrible, et qui est un libéral. Mais par contre, ils représentent quand même du monde. C'est-à-dire que, en fait, leur idée, c'est de se dire, puisque tout a été mis en concurrence avec les directives européennes, etc., pourquoi la santé échapperait à cette règle-là? Donc il faut que la santé soit mise en concurrence. Et ils estiment qu'en fait, il faudrait considérer la sécu comme une mutuelle comme les autres, donc elle doit être mise en concurrence. Et ces gens-là, en fait, ils ont quand même pas mal d'aura, plus que l'aspect un peu caricatural qu'il y a dans le film, dans le sens où leur discours, c'est de dire on arrête de payer nos cotisations sociales, enfin, les parts de charge, et comme ça, chaque salarié aura un salaire double. Et après, il prendra ses petites assurances, il va se débrouiller, mais à titre individuel, quoi. Donc on sait que ça crée énormément de disparités. C'est ce qui se passe aux États-Unis. On connaît l'état sanitaire du pays et la disparité d'accès aux soins, quoi. Donc ce sont des dangereux, parce que ce discours qui veut qu'on va avoir un salaire double, forcément ça fait bingo à chaque fois auprès de l'auditoire, quoi. Et si vous allez sur le net, vous allez très vite tomber sur ce mouvement des affiliés à qui la presse aussi leur offre de belles tribunes par moment. J'ai le souvenir du journal de France 2 du 1er mai au soir, où on leur a offert 2 minutes 30 au journal de 20h, quasiment sans contrepoint,
le 1er mai, quand même, pour la fête du travail, il y a ces gens en disant que voilà, là, c'était la modernité de mettre en concurrence et puis d'aller prendre ses assurances à l'étranger, etc., etc. C'est étonnant quand même, c'est rappelé dans le film aussi, cette notion de modernité qui en fait s'apparente à un retour en arrière. Bah oui, moi, en termes de modernité, je crois que c'est beaucoup plus moderne d'offrir la santé pour tous de façon égalitaire, d'offrir des retraites pour tout le monde, que les perspectives qu'on voit se mettre en place progressivement sur notre pays, avec beaucoup de difficultés d'accès aux soins et une pauvreté qui s'accroît et des riches qui captent, une minorité qui capte le maximum de richesse. Donc je trouve ça beaucoup plus moderne, la sécurité sociale. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que le contre-projet de la mise en concurrence et de la protection sociale via des complémentaires santé, des choses comme ça, c'est une vieillerie qui date du 19e siècle. Et qui ne marche pas. Et qui ne marche pas, qui crée de la disparité, c'est moins égalitaire, ça coûte plus cher. Et donc cette vieillerie-là, on voudrait la faire passer pour de la modernité, c'est là où les libéraux sont forts. Je préfère les fonds de pension au régime avec des troupes sans fond. Je préfère la capitalisation à la répartition. Fondamentalement, ce qu'il nous dit là, c'est ce qu'on entendait déjà à la fin du 19e siècle, mais effectivement, après, je dirais, 30 ans ou 40 ans de progrès social continu, effectivement, il peut paraître moderne ou nouveau de revenir en arrière. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est moderne, c'est de réactiver le vieux fonds libéral contre la solidarité et la sécurité sociale. Voilà, c'est ça qui paraît moderne, c'est ça le grand coup de force, hein. C'est-à-dire que ceux qui défendent la sécurité sociale sont aujourd'hui accusés d'être des conservateurs, des archaïques, des gens crispés sur les acquis, etc. Et eux ont réussi à s'incarner, ce projet réactionnaire a réussi à s'incarner comme un projet de mouvement, de progrès. C'est ça, c'est-à-dire de déguiser le grand bond en arrière comme un grand bond en avant. Donc ça, c'est ça qui est assez fascinant. Mais alors, ce qui est étonnant aussi, et vous le faites remarquer à travers cette visite faite donc à l'école de la sécurité sociale par votre personnage, Geoffrey Fregonara, qui vient parler à ces jeunes, et vous le filmez à ce moment-là, et on se rend compte qu'il n'y a pas cette culture de fierté de la sécurité sociale. Comment est reçu votre film chez eux, par exemple? Alors, moi, je suis toujours un peu naïf, vous allez me dire peut-être, mais moi je croyais qu'en faisant un film sur la sécurité sociale, qui est plutôt à la gloire de l'institution, évidemment que l'institution allait soutenir ce film. Le résultat des courses, c'est service minimum, c'est-à-dire à la limite, si le film pouvait ne pas exister, ça les arrangerait plutôt, quoi. Je parle au niveau de la direction nationale, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on a très peu de réponses malgré des invitations et malgré des engagements qui n'ont pas été tenus ou pour une très petite partie, c'est-à-dire et j'ai eu des discussions avec des responsables de caisses, des choses comme ça, je dis, mais c'est bizarre, vous vous laissez taper dessus à longueur d'année en disant la sécurité sociale ne marche pas, c'est un trou, ça fonctionne mal, ce sont des gens, des feignants qui y travaillent, ça vous pose pas de problème. Par contre, quand il y a un film à la gloire de l'institution, il n'y a personne pour le soutenir. Donc ça veut bien dire que la sécurité sociale, elle est défendue par les assurés sociaux qui ont bien compris que quand même il y a un capital sympathie auprès, que ça rend quand même pas mal de services, mais elle n'est pas défendue par l'État et surtout très attaquée par les libéraux. Donc s'il n'y a pas des assurés sociaux pour la défendre, je crois que ce serait déjà mort et enterré depuis un moment. Merci Gilles Perret. Merci à vous. Je ne parlerai plus de la sécu. Vous m'entendrez plus. Je reviendrai plus. Gilles, il a été malin. Il m'a pris. Il m'a dit, allez, viens avec moi, tu vas voir. Bon, je ne vous retiens pas plus, hein, je m'excuse. Voyez, vous voyez tout dire. Personnellement, je trouve que ce genre de témoignage redonne la niaque et redonne l'envie de tout faire pour défendre ce système. Un supplément d'âme. Ouais, c'est une perspective de hauteur, ça nous sort des débats gestionnaires, et on va parler un peu de politique parce que c'est quand même une question politique, quoi, la sécurité sociale. Quand on fait croire aux gens qu'on ne peut pas augmenter les budgets de la sécurité sociale, c'est une question de choix politique, c'est une question d'engagement. Et si les gens se mobilisent pour défendre le système, on a la capacité de le faire perdurer, de l'améliorer et de l'adapter sans cesse aux évolutions sociales pour qu'il soit plus performant, justement. Puis on n'a pas choisi l'ENA, on n'a pas choisi n'importe quelle école, on a choisi vraiment la sécurité sociale et moi ça m'a beaucoup ému parce que je sais encore plus aujourd'hui pourquoi j'ai choisi cette école.
Oui, moi je voulais parler. Vous êtes tous revenus, y compris dans le film, sur un aspect fondamental, c'était la démocratie sociale, qui a disparu, il faut bien le dire. Et il y a un deuxième aspect fondamental, c'est le financement de la sécurité sociale, prise sur le travail, sur les richesses créées par le travail. Et ça aussi, c'est fondamental, et c'est en cours de disparition quand même. Dans la mesure où, alors je ne parle pas des allocations familiales qui, elles, normalement, sont intégralement payées par le patronat, comme les caisses AT-MP, accident du travail et maladie professionnelle, qui là aussi, sur leur fondement, sont en train d'être mises en cause. Moi, je parle plus de l'assurance maladie, qui est fondamentalement, le financement est remis en cause. C'est-à-dire qu'il n'est plus entièrement financé par la productivité du travail et les richesses créées par les salariés, mais je crois maintenant c'est monté jusqu'à 80% par l'impôt, c'est-à-dire par ce qu'on touche nous. Alors même si l'impôt c'est un peu tout le monde qui le paye, mais c'est pas tout le monde quand même. Là la CSG, oui, c'est tout le monde. Et donc ça change fondamentalement l'esprit de la loi d'Ambroise Croizat. Donc je voulais le signaler. Merci. Alors oui, je rejoins ce que tu dis sur cette question de financement. Et effectivement, un des enjeux, c'est la question de comment on prend la richesse pour financer la Sécu, au-delà de la protection sociale. Mais c'est la question centrale, c'est impôt ou cotisation. Et c'est un élément extrêmement important parce qu'il y a un adage central dans la sécurité sociale, c'est celui qui paye décide. Et donc à partir du moment où on fiscalise et qu'on fait dépendre la sécurité sociale de l'impôt, l'État prend la main et c'est lui qui se met le décideur au travers notamment de mécanismes d'exonération et tout ça. Et un élément important, aujourd'hui la Sécu elle est encore financée pour moitié en cotisation, mais c'est la Sécu dans son ensemble, en sachant qu'il y a des déséquilibres selon les branches. La branche retraite, c'est 80% de cotisation encore. Donc on est au-dessus des 50%, mais ça signifie que si la moyenne est à 50%, dans les autres branches, on a des déséquilibres plus marquants, et effectivement, il y a des vases communicants et certaines branches qui sont totalement aujourd'hui, presque, dépendantes de l'impôt. Et donc, nous n'avons plus la démocratie sociale et la main dessus. Chaque année, le Parlement vote une loi de financement de la sécurité sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet ? Oui, les lois de financement de sécurité sociale, de mémoire, elles ont été introduites en 94 ou 95. Et donc, c'est la conséquence directe de ces choix. À partir du moment où on fait dépendre la protection sociale, la sécurité sociale du financement par l'impôt, comme je dis, c'est l'État qui prend la main. Donc, il le fait passer certes par une loi de finances au Parlement, mais on voit bien ce que c'est les lois de finances, puisque le gouvernement, lorsqu'il n'a pas de majorité, et même lorsqu'il a une majorité des cas, son recours c'est 49.3 pour couper court au débat et circuler, il n'y a rien à voir. En sachant que dans les débats parlementaires, il y a des contraintes qui sont posées aux élus de la République, puisqu'ils ne peuvent pas créer par amendement des charges supplémentaires pour l'État. Donc ça signifie que les possibilités qui sont ouvertes se font à périmètre constant et au regard de ce que l'État veut bien donner. Dès lors qu'on a mis en place les lois de financement de sécurité sociale, qu'on les corrèle aux lois de financement de l'État, puisqu'il y a de plus en plus de ressources qui sont générées par transfert, notamment par des transferts de TVA, donc ça signifie qu'on perd la main là-dessus. Et comme je dis, la question aussi de qui paye, parce que l'impôt c'est une chose, la question est de savoir qui paye des impôts, et qu'aujourd'hui, comme on baisse les impôts de production, ça repose de plus en plus sur les ménages, et donc in fine, c'est le consommateur et donc le citoyen, donc le travailleur, qui finance de toute façon. La différence, c'est que par l'impôt, c'est l'État qui décide, par la cotisation, c'est les représentants des travailleurs. Ping-pong. Et donc, j'en rebondis là-dessus pour demander
Si on voulait envisager de revenir avant 94, avant les lois de financement, est-ce que ça serait possible? Et est-ce que ces lois de financement, elles ont été mises en place par les libéraux, on va dire? Dans l'histoire, tout est possible. C'est une question de choix politique et de rapport de force. Et donc, si on décide, et si on a un gouvernement, une assemblée qui décide de revenir sur ce qui a été fait avant 1994, ce sera toujours faisable. Le tout étant qu'il faut qu'on l'ait, et j'irai même plus loin, c'est qu'avant 1994, on a eu 1967 qui a remis en cause le principe de démocratie sociale en introduisant déjà le paritarisme de gestion dans la Sécu. Donc de mettre le patronat plus une voix, parce que c'est ça le paritarisme de gestion, c'est le patronat plus une voix, alors que la démocratie sociale, c'est les 3/4 des sièges étaient détenus par les représentants des travailleurs et un quart seulement par le patronat. Et comme on est à la CGT, c'est bien de compter sur le gouvernement, mais il faut lui donner un coup de main, et je pense que ce sera par le rapport de force et la rue qu'on y arrivera. Juste pour revenir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, effectivement la question c'était en gros est-ce que c'était un choix politique? Alors évidemment oui, c'est un choix politique par rapport à ce qu'on disait. La première loi de financement c'est 96, c'est Juppé, effectivement, le PLFSS. Et ce que tu viens de rappeler Régis, c'est 67, la fin les ordonnances qui mettent fin en fait à la possibilité pour les salariés d'être représentés à 75% des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale. Et je crois que le vrai sujet, un des vrais sujets en tout cas, vis-à-vis de la population, c'est bien de faire admettre, et ça s'est présenté d'ailleurs comme un recul par les libéraux, c'est bien de faire admettre que les salariés eux-mêmes sont en capacité de décider ce qui est bon pour eux. Et qu'à un moment donné, on a pris un peu l'habitude, et c'est très bien dit dans le film, de penser que la sécurité sociale c'est l'État. Bon, je pense qu'il est bon de marteler et de rappeler que la sécurité sociale, à l'origine d'abord, c'est les travailleurs qui l'ont mise en place, c'est les travailleurs qui ont décidé du taux de cotisation appliqué, c'est les travailleurs qui ont décidé du taux de remboursement de la sécurité sociale, et à savoir que dès la mise en place de la sécurité sociale, elle a été pensée comme quelque chose d'évolutif, et pas comme quelque chose de figé. Et on le voit petit à petit, puisque à la mise en place de la sécurité sociale, le niveau de remboursement, il n'était pas à 75% ou à 70%, il était à 50%. Et petit à petit, c'est les travailleurs eux-mêmes qui ont augmenté les cotisations de la sécurité sociale. Donc ce qu'on appelle effectivement les cotisations salariales, d'un côté les cotisations patronales de l'autre, sachant qu'encore une fois, pareil, dans le discours qu'on tient, y compris nous-mêmes parfois la CGT, on a tendance à déraper, à parler nous-mêmes de charges sociales. Et c'est là où il faut qu'on se batte, je pense, parce que dans le langage c'est vachement important. On ne peut pas, entre guillemets, utiliser le langage de l'ennemi, parce que c'est déjà admettre qu'on a perdu une partie de la guerre, on va dire. Donc non, ce ne sont pas des charges, ce sont des cotisations sociales, et même la part patronale, c'est le salaire du travailleur. C'est le salaire du travailleur. Ça fait partie de son salaire, quoi. Donc à un moment donné, je crois qu'on a un gros travail effectivement à faire, et c'est très bien d'avoir mis en place cette initiative, parce que ça fait le point de départ justement pour chacun des camarades ici présents de clés pour pouvoir répondre à des salariés qui disent ouais mais bon la sécurité, on a les clés aujourd'hui et c'est une bonne chose. Je pense qu'il faudrait que ça se renouvelle, que ça se développe. Donc rappeler un certain nombre quand même de points essentiels, et oui, encore une fois, pour répondre à la question, c'est bien des choix politiques qui ont fait qu'on a retiré aux travailleurs la gestion de la sécurité sociale pour l'étatiser, et pour pouvoir dire qu'à travers l'impôt, finalement, c'est l'État qui décide, et pour pouvoir dire à un moment donné, on n'a plus de blé, eh bien, on ferme les robinets, et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des projets de loi où on a le reste à charge pour les soins qui augmentent, où vous payez maintenant 1 euro par boîte de médicaments, enfin, où on paye 1 euro par boîte de médicaments, et petit à petit, il ne faut pas se leurrer. Hein. Ce qui est dit dans le film, c'est très clair. Toutes les boîtes de mutuelles, toutes les boîtes d'assurance, elles sont vigilantes, et elles font tout pour que la sécurité sociale se casse la gueule, parce que chaque année, c'est entre 50 et 80 milliards d'euros
qui échappent effectivement à l'économie libérale. Donc oui, il y a vraiment un intérêt à défendre notre sécurité sociale. Des travailleuses et des travailleurs, pardon. Je vous propose qu'on continue sur la sécurité sociale. Donc François et Roxane peuvent apporter quelques compléments. Ils ont prévu une suite sur la sécurité. Vu la teneur des débats, j'espère que vous serez bienveillants avec moi parce que... On sait que c'est un travailleur. Bon, alors la sécurité sociale, c'est toujours une idée jeune parce qu'il ne faut pas oublier que dans d'autres pays, eh ben, c'est l'aumône, je veux dire, pour la sécurité, pour la santé. Voilà. Pour les vieux, c'est pas la retraite, c'est l'hospice. Donc c'est sûr que voilà, on est un pays quand même un peu plus avancé que les autres. Après, les valeurs de la sécurité sont justes. Partager la solidarité, partager les richesses produites par le travail pour financer la réponse aux besoins de tous et de toutes, c'est ça la solution. Voilà. Et la sécurité sociale, elle n'est pas malade de trop de dépenses. C'est surtout un manque de recettes parce qu'à chaque fois qu'on entend parler, on entend toujours dire exonération de charges sociales à tout bout de champ. Et voilà, et ça, à un moment donné, il faut pas ça joue aussi sur la sécurité sociale quand on exonère à chaque fois pour une entreprise un bien commun de tous. À un moment donné, c'est sûr que voilà, ça crée un trou. Et dès sa création, la sécurité sociale était associée à une politique ambitieuse sur l'emploi et les salaires. Et on a vu que maintenant, les 3/4 des gens, ils sont souvent au SMIC, donc forcément, ça y joue. Les gens ont moins d'augmentation aussi, donc voilà, et il ne faut pas oublier que ça ajoute à cela qu'il y a 230 milliards d'aides et d'exonération aux entreprises qui est exercée. Donc voilà, la première sécurité sociale, c'est d'avoir un emploi stable et bien rémunéré. Et dans l'histoire, on a vu que la seule fois où, où il y a eu où le CNR a dit quelque chose de juste, c'est que c'est la première fois où il y avait une protection sociale universelle, obligatoire et solidaire, et il a fallu attendre le programme national de la résistance pour ça. Avant, c'était un peu pour les paysans, un peu pour les marins, et ainsi de suite. Et heureusement qu'il y a eu quelqu'un comme Ambroise Croizat qui était là et qui a pu mettre en place l'Assemblée consultative provisoire et justement travailler sur ce projet en commun avec le CNR. Voilà, où comment s'appelle, où il y a eu M. Georges Buisson, à l'époque secrétaire de la CGT du commerce, qui a présenté un rapport pour avis le 19 juillet 1945 à l'Assemblée pour adopter le plan de la sécurité sociale. Voilà. C'est la loi de généralisation de la sécurité sociale qui est adoptée le 22 mai 1945. Et cette transformation, elle est tout de suite combattue par le patronat et en partie de la droite qui tente d'entraver sa mise en place. Et il y a eu les premières élections au conseil d'administration qui ont été mises en place au niveau de la caisse de sécurité sociale et d'allocation familiale. C'est le 24 mai 1947. Voilà. C'était le fameux de tiers à tiers dont on parle. Voilà. Et près de 3 salariés sur 4 votaient pour la CGT, ce qui a été prédominant sur les 109 caisses sur les 124 de la Sécu et sur les 101 des 111 caisses de la CAF. Et la sécurité, et en fait, il y a eu la branche famille, et voilà, et la sécurité sociale a été garantie
Elle était destinée à garantir aux travailleurs et à leurs familles les risques de toute nature susceptibles de réduire ou supprimer des gains à couvrir, les charges de maternité, les charges de famille qu'ils supportent. Et les conseils d'administration des caisses familiales sont paritaires, ils étaient composés de 2 tiers, 1 tiers. Et voilà, et c'était les 2 tiers, c'était composé de représentants syndicaux. Et les 4 principes de la sécurité sociale, c'est l'unicité, tous les risques sociaux, maladie, maternité, vieillesse, accident de travail, sont regroupés dans une seule caisse. La solidarité, un système de répartition entre actifs et non actifs, financé par la richesse créée dans l'entreprise, et c'est la pierre angulaire de l'édifice. L'universalité, sous-tendue par l'idée de soigner toute la population et de suivre dans sa santé l'individu de sa naissance à son décès. Et la démocratie, c'est-à-dire la volonté de confier la gestion de l'institution aux bénéficiaires d'eux-mêmes. Et aussi, il faut revenir sur autre chose, c'est que, comme on a parlé Régis, en 1967, il y a eu quand De Gaulle était au pouvoir, il y a eu la loi Jean Dedé qui a été mise en place. Et cette loi, c'était plus de tiers en tiers, c'était 50-50, patronat et salariés. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que la salle veut intervenir sur cette partie? On a parlé de choses dont on n'avait pas encore parlé, comme la CAF, les retraites. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Marlène. Moi, juste une précision par rapport aux 2 tiers élus. Ils étaient élus par des véritables élections dans les écoles. Ils avaient vraiment organisé un vote important. Juste cette précision, parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes aujourd'hui disent ah bon, c'était 85 les dernières élections. Je sais parce que j'ai été une des dernières administratrices élue. Juste un mot par rapport à le coût, soi-disant astronomique, parce que je repense à la petite image où on voit cette espèce de libéral expliquer que la France est un pays communiste. Je viens de regarder, en 2022, le coût de la santé aux États-Unis, exprimé en pourcentage du PIB, c'est 22%. En France, c'est 12%. Donc c'est-à-dire qu'avec un système solidaire, soi-disant soviétique, on paye moins cher notre santé que dans un système libéral aux États-Unis, où là, ça représente quasiment un quart du PIB. Donc je dirais, il suffit de regarder les chiffres, si on n'est pas très politique, hein, il suffit quand même juste de regarder les chiffres pour se rendre compte que ça coûte moins cher un système solidaire axé sur la cotisation sociale plutôt qu'un système assurantiel, où dans les assurances, vous allez regarder vos mutuelles, vous avez entre 12 et 30% qui sont consacrés à la publicité, au démarchage. Donc ça vous coûte un pognon monstrueux, quoi. La sécurité sociale, elle n'a pas besoin de faire de publicité. Tout le monde la connaît. Elle n'a pas besoin de frais de gestion à la con, d'investissement bidon dans des portefeuilles pourris, puisque c'est des cotisations qui sont issues directement des richesses produites par le travail. Donc c'est un système qui est sain en plus de ça. Et je pense qu'il n'y a qu'à regarder ce que ça coûte quand c'est privé, ce que ça coûte quand c'est socialisé. Le choix est vite fait. Eliane d'abord. Joël. Oui, puisqu'on est sur le... Vous m'entendez? Merci. Oui, moi je trouve que cette bataille de la sécurité sociale, elle est toujours d'actualité et on a un gros travail peut-être
pédagogique à faire auprès des usagers, des ayants droit, parce que il y a eu tellement de coups de boutoir donnés toutes ces années que effectivement depuis la mise en place de la CSG, on est dans un système qui est complètement en rupture avec l'idée force d'Ambroise Croizat. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une pétition, la CGT est signataire avec d'autres organisations, de très nombreuses organisations et partis politiques, pour que le budget de la sécurité sociale pour 2024 réponde aux besoins de la population. Et cette pétition qui est là, j'en ai plusieurs, vous avez dû les avoir, mais j'en ai porté aussi. Cette pétition, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle est pour chacune des branches, que ce soit la maladie, les retraites, l'autonomie, la famille et les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle est force de proposition. Elle est force de proposition. Je vous cite quelque chose qui est très probant. Pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, vous savez que chaque année, il y a des excédents. J'ai été administrateur à la MSA où il y a encore des élections avec une très très faible participation. Donc l'affectation des excédents des cotisations, accidents du travail et maladies professionnelles n'est pas utilisée, alors que nous avons le triste record du taux d'incidence en Europe concernant les décès au travail et les trajets au travail qui sont les plus forts. Donc on demande à travers ça déjà que les excédents soient affectés à un plan de relance, de prévention par rapport aux maladies professionnelles. Pour la branche famille également, il y a une demande d'augmentation substantielle de l'ensemble des prestations. Pour la branche autonomie, nous demandons une loi de programmation grand âge pour répondre à d'immenses besoins aujourd'hui et demain. Pour les retraites, bien sûr, on reprend la revendication de l'augmentation immédiate de 10% revendiquée par l'intersyndicale des retraités. Et enfin, pour la branche maladie, un véritable plan de rattrapage pour le service public. Et je complète en disant qu'il y a 2300 nouvelles suppressions d'emplois prévues par la Convention d'objectifs au niveau de la CNAM, au niveau de la MSA, etc. Donc les salariés de ces caisses sont dans une situation catastrophique pour donner suite aux demandes de la population. La liquidation d'un dossier retraite à la caisse de la MSA des Alpes-Maritimes demande entre 6 et 8 mois. On a énormément de retard. Donc ce budget de la Sécu, effectivement, même si les recettes ont déjà été votées avec le 49.3, il faut se battre et je pense que tous ensemble, que ce soit les usagers du comité de défense de l'hôpital et les autres usagers, les professionnels de santé, les syndicalistes, etc., il faut vraiment montrer que la sécurité sociale, elle est moderne, elle a de l'avenir et qu'il faut qu'on se batte ensemble pour l'améliorer et récupérer nos conquis sociaux. Voilà, je vous remercie. Oui. Joël Ferretti, PCF-CGT. Non, mais bien de le dire aussi. Moi, c'est pour construire le rapport de force dans notre argumentaire. Donc, des fois, j'ai entendu mon très cher camarade Laurent, qui a très bien dit que la sécurité sociale coûte. C'est vrai, notamment peut-être dans la santé, mais c'est la connexion en fait qui marche pas. Mais il faut aussi, dans notre argumentaire, qu'on dise que la sécurité sociale peut aussi rapporter. Je pense déjà à l'assurance chômage, je pense au RSA. Si on le supprime, on ferme plein de commerces. Si tout ce qui est APL, tout ce qui est allocation familiale, on supprime. Il y a aussi une très grosse perte chez toutes les personnes, chez tous les salariés, et donc aussi plein de fermetures. Et
Pareil pour l'assurance retraite, hein, si on enlève l'assurance retraite, on ferme toutes les salles de danse pour les retraités. Mais voilà, donc je pense, moi, encore une fois, il y a 2 jours, on a discuté avec mes collègues qui nous ont parlé de charges, pas trop de charges sociales, on a dû reprendre, mais ça, pour construire le rapport de force, c'est vraiment un discours qu'on doit avoir et qu'on doit répéter quotidiennement. Voilà. En même temps, on entend. Pour faire le lien avec tout ce qui a été un peu dit déjà, bravo pour cette initiative de ce soir. Pourquoi? Parce que, étant donné que je travaille dans une fédération qui s'appelle la santé et l'action sociale, tous les ans, les budgets sont revus au niveau de l'État et on s'est toujours ressenti isolé dans la lutte, justement à l'intérieur de la CGT. Alors attention, hein, que personne se sente visé, c'est pas du tout l'objectif de ma prise de parole. Et que, effectivement, que là, on commence un petit peu à si on peut, effectivement, l'objectif de ce soir, et qu'on puisse arriver à faire quelque chose. Nous, on en a beaucoup besoin au niveau de notre fédération de la santé et de l'action sociale, puisqu'on est touché de plein cœur. Et que, effectivement, à la CGT, on est quand même là pour parler aussi de la CGT, de ce qu'on peut faire par rapport à ça. Je pense aussi que les syndicats devraient arriver, et avec toute la complexité que ça peut engendrer aussi, hein, l'activité, etc., mais remettre au cœur de ses adhérents de la politique, on va dire, et de l'éducation populaire, pour justement rappeler tout ça. Parce que c'est ça la problématique. C'est tout simplement, il n'y a pas beaucoup, même à l'intérieur de la CGT, hein, faut le dire plus tranquillement, c'est clair, c'est pas non plus une honte, c'est juste un petit peu beaucoup embêtant, que de cette connaissance. On est là, on pense pas ça, machin, ouais, mais qu'est-ce qu'il a vraiment fait? À quoi vraiment ça a servi? À quoi vraiment ça sert encore aujourd'hui? Et les dégâts des budgets que nous, on appelle dans le jargon sur nos tracts le fameux PLFSS, hein, plan de loi financement de la sécurité sociale. Donc effectivement, je me permettrai de lancer un petit appel là-dessus quand nous, notre fédération Santé Action Sociale, on lance un appel justement pour le fameux PLFSS 2024, c'est le cas là sur la fin de l'année 2023, ou éventuellement ne serait-ce qu'un rassemblement ou une éventuelle action, que l'on puisse justement avoir toutes les forces de la CGT pour pouvoir, comme le disaient les camarades précédentes, lutter ensemble et enfin y arriver pour pouvoir obtenir tout ce que l'on peut obtenir, ou tout au moins éviter de perdre ce qu'on a pu arriver à conquérir. Et c'est ça, moi, que je voudrais que l'on puisse se dire ce soir, pour qu'à un moment donné, on est en train tellement de tout perdre. Vous le voyez bien, hein, moi j'ai une ophtalmo qui m'a dit il n'y a pas longtemps, il y a un pourcentage de jeunes qui ne peuvent même plus aller chez l'ophtalmo, parce qu'ils n'ont pas forcément la sécurité sociale, et encore moins bien la mutuelle. Donc vous imaginez les conséquences de ne pas pouvoir se soigner, que ce soit au niveau des dents, au niveau des lunettes, et les conséquences que ça peut avoir, et qu'effectivement, ce sont des étudiants, hein, mais qui sont dans une précarité telle... Merci de... Excuse-moi, parce qu'autrement je ne m'entends pas, je n'ai pas le micro. Merci. Et une précarité telle qu'à un moment donné, ça a un lien, tout ça, dans la précarité que l'on peut vivre. Parce qu'on le sait bien que la santé, on le dit, oui, forêt, action sociale, c'est notre bien commun, putain. Je veux dire, à un moment donné, si on ne se bat pas ensemble, mais là, très rapidement, il faut qu'à un moment donné, on ait des appels forts à ce sujet. Je sais qu'il y a plein d'appels de partout et qu'on fait plein de choses. Bien sûr, mais je crois que celui-là, que l'on soit à la naissance actif et retraité, si là, on ne fait pas prendre conscience à nos adhérents déjà à l'intérieur de la CGT, à nos militants déjà à l'intérieur de la CGT, et encore en plus aux salariés qui sont dans nos boîtes en passant par l'éducation populaire, c'est même pas la peine. Hein.
Franchement, moi, le film que vous avez passé, il dure un quart d'heure, Jean-Yves l'a dit. Je pense qu'il faut nous l'envoyer, qu'on puisse nous le transmettre à nos adhérents, à nos salariés qui le regardent, qui le réécoutent, parce que ça dure 15 minutes, il est clair, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 10 pour le comprendre, pour peut-être sensibiliser aussi les gens, quoi. Je veux dire, moi, c'est aussi ça dont on a peut-être besoin, des outils et de ce que vous pouvez, qu'on peut se transmettre les uns les autres. Donc, je terminerai en rajoutant et en insistant sur quand on lance un appel là-dessus, et c'est vrai que ça vient souvent de notre fédération parce qu'on est en plein cœur dedans, il faut vraiment que les camarades puissent y répondre avec les moyens qu'ils ont, mais puissent être en convergence là-dessus et qu'on puisse arriver à lutter ensemble là-dessus. Alors je vais rebondir parce que sur l'intervention de Rosie, mais il y a eu beaucoup de choses aussi qui m'ont interpellé. La première des choses, c'est par rapport à ce que tu dis, Rosie, ça fait partie de toute façon de la campagne Reconquête Sécu. On a lancé une campagne de reconquête de la sécurité sociale. Des initiatives comme ce soir, il faudrait qu'il y en ait un peu plus, et pas qu'ici, pour justement remettre au cœur du débat militant ce qu'est la Sécu, ses fondements, son origine, pour qu'on puisse s'en emparer et ensuite la populariser. Parce que si on lance une campagne et qu'ensuite elle ne se décline pas en initiative sur le terrain, on reste sur des grands mots qu'on va utiliser sur les plateaux de télé quand on peut y aller, mais le reste du temps, ça ne se concrétisera pas. Et là-dessus, moi j'en vois, alors il y a eu la question des coûts, entre guillemets, sur ce que pèse la sécurité sociale, les coûts de fonctionnement. Aujourd'hui, la sécurité sociale, c'est moins de 6% de son budget qui est utilisé en coûts de fonctionnement. Une mutuelle, c'est 24%. C'est-à-dire que sur une cotisation à 100 €, pour vous couvrir sur le même risque, la différence, elle est simple, c'est que pour la sécurité sociale, vous allez avoir même pas 6 €, allez 5 € qui va partir pour faire tourner la boutique. Dans une mutuelle, vous êtes à 24 €. Vous voyez que forcément, ça amène à faire des arbitrages et des choix dans ce qu'on va couvrir et ce qu'on va rembourser. Ça renvoie sur la question parce que l'étatisation, elle est aussi là. C'est pourquoi l'État, il va avoir aussi la main sur la Sécu, parce que si ça n'avait pas d'incidence pour lui, il s'en fout. C'est quand même, il faut savoir que le budget de la Sécu, il est supérieur au budget de l'État. Donc, c'est quelque chose qui échapperait totalement à la main du gouvernement, à la main des politiques. Et aujourd'hui, dans les politiques, on voit quand même, il y a quand même beaucoup de libéraux dans ceux qui accèdent au pouvoir. On voit le sujet. Et je conclurai sur un point, parce que sur la question, la France est un pays communiste, qu'on a entendu dans le film, le Gugus qui intervient s'appelle Claude Reichmann. C'était un homme politique, puisqu'il s'est déclaré candidat à la présidentielle en 2002, donc il n'a même pas passé le cap des 500 signatures, mais il a été depuis condamné en 2018 à de la prison avec sursis pour son action appelant à se désaffilier de la sécurité sociale pour les indépendants. Donc il a perdu son combat politique sur ce truc-là, il continue de le mener, mais on ne l'entend plus parce qu'il est décrédibilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur, derrière le côté caricatural qu'on peut avoir là-dessus, il a un vrai réseau d'influence, parce que c'est quand même quelqu'un qui s'est rapproché fortement de l'extrême droite. Il a été avec Le Pen, il a été avec Soral, il a été avec Maigret, et aujourd'hui, son discours « La France est un pays communiste », vous le retrouvez sur un institut comme l'IFRAP. Et avec ses arguments, aujourd'hui l'IFRAP ne va pas aller sur le terrain du racisme, mais lui il y était, même si là vous n'entendez pas, il y était, la preuve c'est l'accointance, et quand vous entendez ce qu'il dit, et ça a été évoqué tout à l'heure, sur le rapport à la cotisation, on vous dit, il faut arrêter les cotisations, vous vous assurez individuellement, on va vous donner du pouvoir d'achat en vous doublant le salaire. Non, vous ne doublez pas le salaire. Votre salaire dit chargé, le salaire brut ou super brut, oui, il est 2 fois supérieur au net, mais parce que dedans, il y a les cotisations patronales. Or, vous voyez bien que quand on exonère les cotisations patronales, c'est pas redistribué aux salariés, c'est redistribué aux actionnaires. Parce que c'est à ça que ça sert. Donc, si on exonère les cotisations, si on vous dit qu'on va baisser vos cotisations, même la cotisation salariale, si je baisse la cotisation salariale, oui, je suis à plus de salaire net à la fin du mois. Mais le risque n'est pas couvert. Ça signifie qu'il faut soit le financer d'une autre façon par l'impôt, et donc c'est l'État qui reprend la main, et l'impôt, comme on baisse les impôts de production, tu les paieras sur l'impôt sur le revenu ou la TVA, ou alors on va passer par
les systèmes privés, donc tu vas vers des mutuelles, et puis des mutuelles, tu vois bien qu'aujourd'hui elles ont des contraintes de solvabilité, elles sont obligées de s'allier à des groupes d'assurance, donc tu vas aller petit à petit vers des groupes d'assurance lucratifs, qui eux aussi ont des actionnaires, et cherchent à rentabiliser leurs actionnaires, et à verser des dividendes. Donc la solution, c'est bien d'augmenter la cotisation pour tout le monde. Oui, moi j'ai fait la formation CVT premier niveau ici, je suis en 2014, et c'était M. Perrotti qui s'appelait ça. C'était très intéressant, on avait parlé de la bataille des idées, donc l'histoire de la CGT, Ambroise Croizat, et notre école, on va dire, M. Richman et Kessler. Et parfois dans notre famille, on a des admirateurs de ces gens-là, les pères Richman, et donc ça discute sévère. Et une fois, j'étais un peu en peine pour contrer l'affirmation suivante, donc ça concernait le régime particulier de la SNCF. Que ce soit la sécurité sociale, c'est ça, et ils avaient, ou leur système de retraite, qui était en régime général. J'ai eu du mal à répondre à l'observation comme quoi ils étaient systématiquement en déficit et qu'en fait ils étaient renfloués par le régime général. C'était un peu le grief qu'on faisait. Qu'est-ce qu'on doit répondre dans le cadre de la bataille des idées? La SNCF, comme d'autres, c'est ce qu'on appelle les régimes spéciaux. Donc, ce sont des régimes spéciaux de sécurité sociale. Et dans la sécurité sociale, il y a le risque vieillesse, donc la retraite. La retraite aujourd'hui est fermée pour certains de ces régimes, donc qui sont renvoyés sur les nouveaux affiliés au régime général. Et oui, il y a un déficit démographique qui fait que ces régimes sur la partie retraite ne sont pas équilibrés. Mais ce n'est pas le régime général qui le rembourse, ce n'est pas le régime général qui paye aujourd'hui, c'est l'État, par des subventions d'équilibre et par aussi des contributions spécifiques employeurs. Donc qui permettent d'équilibrer tout ça. Et de certains régimes. Et de certains régimes. Excédentaire. La CNRACL qui n'est plus excédentaire à force de se faire fonctionner. Et l'énergie. Voilà. Qui ne va plus être excédentaire non plus puisqu'il est fermé, que donc il va être mis en extinction. Oui, voilà. Et justement, par contre, c'est avec la fermeture de ces régimes spéciaux de retraite, et c'est écrit dans la loi, notamment dans la loi, le PLFSS là, ça va être le régime général qui va venir combler le trou généré par la fermeture du régime et la mise en déficit de celui-ci par le déficit démographique. Et c'est après l'État qui viendra compenser la charge du régime général par rapport à ça. Or, on sait que l'État, moi je l'ai dit à la directrice de la sécurité sociale qui nous a présenté ça en conseil d'administration, moi je ne suis pas bricoleur. À chaque fois que je fais de la plomberie, il y a des fuites. Et j'ai remarqué, parce que je suis fonctionnaire d'État aussi, j'ai remarqué que l'État, c'est peut-être parce que je suis fonctionnaire d'État, mais il n'est pas meilleur bricoleur que moi. À chaque fois qu'il fait de la tuyauterie, il y a de l'évaporation. Et elle n'est pas très naturelle. Je vous propose de passer à la troisième partie de la soirée. Donc ça va être à nouveau, je redonne le micro à Régis pour nous parler de la sécurité sociale. Non, pardon, de la retraite. Le technicien qui se met en place. De l'autre côté. Donc, on l'a vu, hein, la Sécu, c'est un héritage du Conseil national de la résistance. Et donc, dans le programme du Conseil national de la résistance, les jours heureux, on avait donc un plan complet de sécurité sociale donc, qui s'est mis en place à la Libération. Et donc, on l'a vu, l'objectif était de couvrir les risques de la naissance jusqu'à la mort pour l'ensemble de la population. Et parmi ces risques, on a donc le principe d'une retraite permettant aux vieux femmes travailleurs de finir dignement leur jour. Donc, on le voit, la retraite, elle fait partie intégrante de cet objectif. Et donc, elle fait partie de la sécurité sociale, mais pas que. Et on va voir qu'il y a eu quelques subtilités. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on met ça en place, alors, on a créé la sécurité sociale à partir de rien,
parce qu'il n'y avait rien, et donc il a fallu construire les caisses et mettre en place l'administration en elle-même. Mais on ne partait pas non plus d'une feuille blanche, parce qu'il y avait des choses qui se sont construites petit à petit dans le temps. La seule chose, c'est que là, on a un petit peu mis tout ça en cohérence, et en globalité et en solidarité. Ainsi, il faut savoir qu'en matière de retraite, par exemple, la première mécanisme dit de retraite s'est créé sous Colbert, Louis XIV, sur un mécanisme d'invalidité pour la marine de guerre. Donc, on est sur un truc, Louis XIV, Colbert, c'est pas des grands humanistes. Donc quand ils mettent ça en place, il y a une arrière-pensée, c'est que comme c'était une économie de guerre, parce que quand même sous Louis XIV, le pays n'a jamais été en paix, il fallait donc avoir une marine de guerre et inciter les marins potentiels à s'engager et donc les couvrir contre le risque d'invalidité. Ce risque d'invalidité, il a été étendu ensuite à la marine marchande puisque c'était aussi la réserve pour nourrir la marine de guerre. Et puis ensuite, c'est greffé bien plus tard l'idée d'une retraite pour les marins. Pourquoi ces mécanismes? Donc déjà, parce qu'il fallait les inciter à s'engager pour faire la guerre, et aussi, c'est qu'il fallait les décourager de l'éventualité, une fois qu'ils n'étaient plus mobilisés dans la marine, qu'elle soit marchande ou de guerre, d'avoir le risque de les retrouver dans la piraterie. Donc c'était une mécanique qui n'avait rien de social ou d'humaniste, c'était purement calculé sur des intérêts commerciaux et capitalistes. Plus tard, on a eu à travers le temps, au XIXe siècle, des quêtes qui ont commencé à se fonder. Donc on a, par exemple, en 1850 ou 1853, j'ai plus la date exacte, mais la mise en place d'un système de retraite pour les fonctionnaires. Alors les fonctionnaires à l'époque, c'est pas les fonctionnaires aujourd'hui, c'était nettement moins nombreux, c'était une charge, c'était des métiers très recherchés et très sélectifs. Et on avait donc un mécanisme de retraite qui s'était mis en place sur les fonctionnaires d'État à l'époque, qui prévoyait déjà une retraite à 60 ans, au bout de 38 années de cotisation, et même, pour les travaux pénibles et insalubres, la possibilité d'un départ à 55 ans. Donc vous voyez, on est 1850. Là encore, donc c'est Louis-Napoléon, le petit-fils, qui est au pouvoir. On ne peut pas dire que ce soit, lui non plus, un grand humaniste. Donc il y a une logique dans tout ça, c'est qu'il a besoin d'avoir des gens qui lui sont inféodés. Mais on a déjà des prémices qui se posent avec des règles. Pour autant, la retraite à 60 ans, même pour cela, c'était encore une gageure, puisque bien souvent, vu le montant de la pension qu'ils en tiraient, ils travaillaient au-delà, jusqu'à 75-80 ans, quand ils pouvaient y arriver. L'espérance de vie était moyenne, et ce n'étaient pas des ouvriers, donc ceux-là, ils arrivaient encore à vivre jusqu'à cet âge-là. Mais ce n'était pas l'espérance de vie moyenne qui, elle, était fortement chutée par les ouvriers. Et puis, il y avait des mécanismes qui se sont mis en place de caisses professionnelles, de secours, de solidarité, par profession, qui se sont mises en place jusqu'à la fin du 19e siècle. Notamment une qui prévoyait un système d'assurance de caisse nationale de retraite, mais qui était par capitalisation, sur adhésion volontaire, avec une garantie de l'État malgré tout, par capitalisation, sauf que pour pouvoir cotiser et mettre de l'argent dans cette épargne, il fallait avoir un salaire qui permette, malgré tout, même si c'était réservé plutôt à des petits salaires sur le principe, il fallait quand même avoir la capacité à mettre de l'argent de côté. Ce que les ouvriers ne pouvaient pas faire. Et puis surtout, ce qu'il fallait savoir, c'était qu'il fallait cotiser pendant 30 ans pour récupérer au bout de 30 ans et à 65 ans. Et là, l'espérance de vie des ouvriers, elle était nettement inférieure à 65 ans. Il fallait déjà donc cotiser pendant 30 ans pour récupérer l'équivalent de 300 francs par mois de l'époque, ce qui était une somme à l'époque 300 francs. Et en fait, il fallait vivre au-delà de 75 ans pour avoir un retour sur investissement par rapport à ces cotisations. C'est-à-dire que 30 années de travail et de cotisation vous permettez en fait de financer vos 10 premières années de vie à la retraite. Et il fallait donc vivre au-delà de 75 ans pour pouvoir récupérer un surplus qui lui était garanti par l'État. Et en fait, vous voyez bien que ça n'attirait pas grand monde, puisque moins de 10% des plus de 60 ans étaient couverts par ce risque, et seulement 3,5% des ouvriers. Parce que c'était inintéressant. Et c'est pour ça qu'on parlait à l'époque de retraite des morts. Alors l'image, elle n'est pas très nette. C'est un dessin de Grandjouan, qui était un dessinateur très proche de la CGT à l'époque, et donc qui montre, à gauche, donc,
ce qu'était la retraite et pourquoi on parlait de retraite des morts. C'est qu'en haut, vous avez donc les retraités des fonctions bourgeoises, qui eux pouvaient accéder par leur espérance de vie, de leur classe sociale, qui eux pouvaient atteindre le banquet de la retraite. Par contre, les ouvriers, eux, ils avaient l'escalier, vous voyez les petites tranches d'âge, les petites bandes d'âge jusqu'à 65 ans. Il n'y en a pas beaucoup qui y arrivaient. Quand ils y arrivaient, ils n'étaient pas vraiment en bonne santé. Par contre, et c'est un élément important du dessin, le chien policier, lui, il était quand même au banquet. C'est pas pour rien qu'il a intégré le chien policier sur le banquet, par rapport à l'époque. Et déjà, 1901, congrès de la CGT, vous avez donc des idées sur la retraite qui sont posées en revendication et qui sont déjà des principes fondateurs de ce qu'on va être la sécurité sociale. Avec l'idée donc de la retraite ouvrière pour tous les travailleurs, sans distinction de sexe, de nationalité et de profession. Sexe, c'est important parce qu'à l'époque, seuls les hommes pouvaient cotiser pour la retraite. Les femmes pouvaient travailler, mais elles n'avaient pas droit à la retraite. Et il n'y avait pas de réversion, contrairement aujourd'hui. Donc, il y avait donc le principe de la cotisation. Alors, on avait un sujet à l'époque, c'était le fait de ne pas avoir de cotisation et que ce soit financé par l'impôt. C'est là où on a évolué depuis le temps, parce que on craignait qu'en mettant en place un système de cotisation, l'employeur utilise ce mécanisme pour capter le magot et surtout baisser les salaires. Et c'est bizarre, c'est à peu près ce qu'il a fait, mais ça n'empêche que la cotisation reste un fer de lance du tout. Et puis on avait un élément important, je ne sais plus où elle est indiquée, mais qui était que ce soit par répartition. L'idée, ah oui, c'est la redistribution, je ne sais plus c'est quelle ligne. Il me semblait pourtant. Voilà. Mais disons que l'idée était déjà à l'époque d'avoir une logique de répartition et de redistribution immédiate. C'est peut-être la dernière phrase, que la retraite assure immédiatement. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Ouais. C'est-à-dire une cotisation qui va directement à ceux qui en ont besoin. Il doit y avoir un truc comme ça, mais je ne sais plus où c'était. Mais disons, déjà à l'époque, on avait l'idée de mettre en place un mécanisme dit par répartition et non pas par capitalisation. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu, c'est là, voilà. En 1910, donc, se mettent en place les retraites ouvrières et paysannes, puisque forcément, la Caisse nationale de retraite n'a pas fait succès, donc l'idée était donc de mettre en place la capitalisation, comme je vous ai dit, 300 francs plus 65 ans. Donc c'est pour ça que la CGT se prononçait contre l'escroquerie des retraites ouvrières et paysannes, puisqu'en fait vous cotisiez, et quand vous cotisez par capitalisation, c'est ceux qui gèrent la capitalisation qui gèrent le pognon. Il n'y a pas de réversion, il n'y a pas d'anticipation, donc si tu meurs avant tes 65 ans, le pactole que tu as cotisé, il reste dans les mains de celui qui gère le pognon. Et donc c'est pour ça que déjà, la CGT, et pas que dans la CGT, mais la CGT se pose la question de la répartition, de la capitalisation, avec l'idée donc, en répartition, on redistribue immédiatement l'argent et on ne le fait pas travailler, on ne le sert pas en économie de réserve pour le patronat. C'est un élément important parce que c'est aussi à ça qui est derrière dans le débat aujourd'hui. On vous dit qu'il faut augmenter la part de capitalisation pour avoir une économie plus solide et avoir des capacités d'investissement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les réserves qu'on a déjà en matière de retraite, si on ne veut pas les dilapider sur des placements financiers à risque, on les met donc en obligation, ça ne rapporte pas grand-chose. Et l'enjeu, c'est déjà d'éviter que l'argent se déprécie rien que par ces placements, quand on est en répartition et qu'on a des réserves. Donc vous voyez que c'est déjà pas ça. Donc, on était donc retraite pour les morts. Si tu peux passer. Et donc, 1910, on met les retraites ouvrières et paysannes qui devaient être à cotisation obligatoire et qui sont devenues à cotisation facultative dès 1910. Et on se retrouve, le principe de la cotisation par capitalisation, c'est qu'il faut travailler pour pouvoir cotiser. Or, 1914, économie de guerre, donc tous les hommes, ou presque, sont au combat. Et donc, comme ils sont au combat, ils ne travaillent pas, et comme ils ne travaillent pas, ils ne cotisent pas. Parce que le principe de la cotisation, et en capitalisation particulièrement, c'est pas de bras, pas de chocolat. Pas de cotisation, pas de retraite. Et donc, on se retrouve avec des travailleurs qui reviennent à la fin de la guerre, qui n'ont pas cotisé, et donc pas de droits qui se sont constitués pour la retraite, parce qu'ils n'ont pas pu, et quand en plus ils reviennent en étant mutilés ou invalides, vous imaginez les difficultés que ça va poser pour l'avenir. Et donc en 1928,
réémerge l'idée d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire. 1928, qui se fait au choix par les mutuelles, les caisses patronales ou les syndicales, et qui est réformé dès 1930. Alors pourquoi on réforme un système en bout de 2 ans? Eh bien, c'est parce que c'est écrit en dessous. C'est que je mets en place un système par capitalisation en 1928. Qu'est-ce qui se passe un an plus tard? Krach boursier. Et donc, tous les placements qui sont en bourse se cassent la gueule. Et donc, vos économies disparaissent du jour au lendemain comme ça. Et donc, ça signifie que vous n'avez plus rien, ou presque, pour prévoir les vieux jours. Et donc, on se retrouve donc à la veille de la guerre avec un débat qui s'est posé sur le problème des retraites. On parlait des retraites des vieux. C'est comme ça que sous Vichy se met en place un premier système de retraite dit par répartition. Et on vous dit donc, vous allez entendre parfois, souvent, que c'est Vichy qui a mis en place la retraite par répartition. C'est Pétain. Oui, mais Pétain, dans son gouvernement, à l'époque, il a un homme qui s'appelle René Belin. René Belin, c'était un ancien dirigeant de la CGT qui a fait le choix de la collaboration, donc en 1940, et qui donc met en place un mécanisme de retraite par répartition et qui corrige la charte du travail qui fait. Donc, il aura une condamnation plus tard, même s'il est gracié à la Libération, et il sera en sous-main un des artisans de la scission FO, puisque c'était ce courant-là, anticommuniste primaire et tout ce qui va derrière. Mais donc, quand je vous dis ça, c'est pas pour cracher dessus, c'est pour resituer d'où vient la retraite par répartition sous Pétain. Quand il va chercher quelqu'un qui était anticommuniste, mais à la CGT, alors qu'à la CGT, le débat sur la répartition était déjà posé depuis un demi-siècle, c'est pas anodin si lui le met en place, en sachant que économie de guerre, là aussi, les actions se cassent la gueule, donc les économies fondent, pour ceux qui en avaient, que de notre côté, il faut payer aussi un tribut à l'Allemagne, et donc on a de l'argent immédiatement disponible, donc on va le prendre, et d'un autre côté, ben on a des retraités qu'il faut quand même payer, et donc le meilleur moyen de mettre en place un système de paiement de retraite, c'est la répartition, puisque comme ça, on fonctionne d'un côté, on reverse de l'autre. Donc c'est inspiré là-dessus. Et on a parlé tout à l'heure de la ROC. Il faut savoir que la ROC, qui était un haut fonctionnaire, au début de la guerre, reste en fonction en tant que fonctionnaire, et est en poste au moment où Belin, sous Pétain, met en place cette retraite par répartition. Il est radié puisque juif, il va en Angleterre et il rejoint De Gaulle, et il participe à son retour, il est réintégré dans ses fonctions et il participera à la mise en place de la sécurité sociale. Tout ça pour dire que, oui, sous Vichy, il y a eu quelque chose, oui, la ROC, il a contribué à la mise en place de la sécurité sociale, mais il était directeur, c'était un haut fonctionnaire, c'était pas un politique. Le politique, il y a eu Parodi, et après Parodi, et surtout, il y a eu Ambroise Croizat. Et c'est la première fois que dans l'histoire, quand vous avez une loi fondatrice et structurelle de l'État, on vous cite le directeur général qui l'a mis en œuvre et pas le ministre qui l'a fait voter et qui l'a construit. Même si la ROC a tenu stylo aussi sur cette question-là. Vas-y, et donc en 1945, on est à un tournant avec 2 modèles sociaux à travers le monde qui se mettent en place. Le premier, qui existait déjà, c'est le système bismarckien, donc qui est hérité de la Prusse orientale de 1870, c'est que Bismarck, quand il unifie les différentes principautés et royaumes pour créer l'Allemagne, il est confronté à un problème social pour lui, c'est la montée du socialisme, la montée du syndicalisme et des revendications salariales. Et donc, et ouvrières. Et donc, pour éviter ça, il a mis en place un système de protection sociale construit sur une logique sur le travail et sur la cotisation et la contribution. Et donc, partant de là, c'est une participation financière des ouvriers et employeurs, donc c'est des cotisations. Ça se fait non pas par proportion au risque, c'est-à-dire qu'on ne se couvre pas en fonction du risque, mais globalement en solidarité et en sécurité, donc par une mutualisation et une socialisation. Et donc, derrière, il met en place un système, puisque ce sont les salariés et le patronat qui payent, un système donc de gestion, dit de cogestion. Là encore, hein, Bismarck, c'est pas un humaniste. Dans l'histoire, il n'est pas retenu pour ça. Et vous avez, sous Bismarck, une avancée, et la France a refusé pendant des décennies de s'inscrire dans cette logique-là, parce que, héritage de la guerre avec la Prusse de 1870, et en gros,
tout ce qui venait d'Allemagne était vu d'un mauvais œil. Voilà. En parallèle, vous avez le système dit Beveridgien qui est hérité du rapport Beveridge de 1942, donc qui était Beveridge qui est un économiste anglo-saxon, sur la logique donc de mettre en place une mécanique de protection sociale, donc universelle, uniforme, en unité, mais par contre un financement par l'impôt, et si c'est financé par l'impôt, c'est géré par l'État. Et donc, dans le système Beveridgien, en gros, vous avez un filet de sécurité sociale. Il est uniforme pour tout le monde. C'est très bien. Sauf que c'est financé par l'impôt, et donc tout dépend de quel est le montant qu'on va consacrer pour ce financement. Et on a coutume de dire que les prestations pour les pauvres sont de pauvres prestations. Et ça, c'est Beveridge. Et le système français, il y a une particularité, c'est qu'en fait, il va piocher dans les deux systèmes, en 1945, pour la mise en place de la sécurité sociale, et dans la sécurité sociale, la mise en place de la retraite. Et donc, en 1946, on a la mise en place de la sécurité sociale avec l'idée de l'étendre à toute la population. Logique d'universalité. Et donc, on a le financement par le travail, mais une couverture de l'ensemble de la population, qu'elle soit au travail ou pas. Et on a une hostilité très rapidement qui se fait, avec donc des modifications qui sont apportées dès 1947, parce qu'on a une hostilité, alors on nous dit d'une partie de l'opinion publique. En fait, cette hostilité, elle est sur 3 niveaux. On a le patronat qui, lui, ne veut pas s'aligner sur les paramètres du secteur public. Retraite à 60 ans, 38 années de cotisation. Et donc, on a une retraite à 65 ans pour 30 années de cotisation, mais avec un taux de remplacement qui est dégueulasse. Et surtout, on est couvert que jusqu'à ce qu'on appelle le plafond de sécurité sociale, tous les salaires qui sont au-dessus, et donc qui déjà à l'époque, mais surtout à l'époque, étaient essentiellement les salaires cadres, n'étaient pas couverts au-dessus de ce plafond. Ce qui amène donc les cadres aussi à se poser la question de savoir rentrer ou ne pas rentrer dans la sécurité sociale. Et c'est là qu'on a eu la création de la GIRC, retraite complémentaire des cadres, puisqu'ils voulaient se couvrir contre ce risque, et donc cette retraite complémentaire était destinée à les maintenir dans la sécurité sociale. Et il y a eu un grand débat à l'époque pour savoir est-ce qu'on laisse la main au capital ou est-ce qu'on le fait en répartition. Et c'est des militants CGT qui ont permis que la GIRC se fasse en répartition plutôt que d'être en capitalisation, sachant que dans les textes fondateurs de la GIRC, il était prévu qu'il y ait un étage par capitalisation qu'on n'a jamais mis en œuvre. Et puis derrière, l'hostilité des non-salariés, des indépendants, des agriculteurs, des artisans, les professions libérales, qui eux ne veulent pas cotiser en solidarité, ils ne veulent pas cotiser à la même hauteur que les salariés. Et donc ça a perduré pendant des années. Et donc on arrive à aujourd'hui. On arrive donc à un système à 42 régimes que certains présentent complexes ou compliqués. La complexité, c'est une chose, la complication, c'en est une autre. C'est complexe parce qu'effectivement, il y a plusieurs régimes et que tout dépend des professions dans lesquelles on est affilié. Et dans la complexité, il y a des mécanismes qui permettent justement d'avoir des effets de redistribution et de solidarité. La redistribution, c'est pas nécessairement compliqué. C'est complexe, mais ça ne veut pas dire que c'est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est quand on met en concurrence et en parallèle les uns et les autres et qu'on veut harmoniser tout le monde, comme on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Et donc là, vous avez par couleur un petit peu les grands régimes et le poids qu'ils représentent dans la population. À gauche en vert, c'est les professions libérales. Donc vous voyez que les professions libérales, c'est tout. Et c'est des régimes spéciaux de sécurité sociale. Donc quand on parle de régimes spéciaux, tout ce qui n'est pas en bleu, et dans le bleu, CNAV, régime général, tout ce qui n'est pas là-bas, c'est du régime spécial. Tout le reste est un régime spécial. Les banques, pas les banques, les avocats, les notaires, tout ça, ce sont des régimes spéciaux de sécurité sociale. Et dans sécurité sociale, il y a retraite. Donc en vert, c'est tout ce qui est profession libérale. En jaune, c'est le monde agricole. Et vous voyez que le monde agricole, il est divisé en deux, puisqu'il y a tout en jaune, ce sont les exploitants. Et en jaune, avec une part d'Agir Carco, ce sont les salariés agricoles. Donc ils ont la mutualité sociale agricole, qui est une caisse de sécurité sociale spécifique au monde agricole, et ils cotisent à l'Agir Carco sur la complémentaire. En bleu, donc le régime général, avec les complémentaires, qui peut monter au-dessus en bleu ciel sur les AIRCANTEC, qui est le régime des contractuels de droit privé et public. Et en rouge, vous avez donc les agents publics. Donc les régimes spéciaux publics, donc régime de l'État, la CNRACL, c'est les agents territoriaux,
et je crois que c'est les ouvriers d'État. Et les hospitaliers. Et hospitaliers, oui, autant pour moi. Et ceux-là, donc, ce sont des régimes dits intégrés, puisqu'en fait, il y a un seul risque, tout est couvert par le seul régime. Et tout à droite, en violet, donc, ce sont les régimes spéciaux qu'on appelle, nous, régimes pionniers. Les enseignants sont Dans l'État. Les régimes pionniers, vous avez dedans SNCF, IEG, donc Industrie électrique et gazière, et d'autres, RATP. Et on les appelle pionniers au même titre que la fonction publique, puisque comme je vous ai dit, à la Libération, on est sur un droit à retraite à 60 ans pour 38 années de cotisation. Après, ça ne fait pas nécessairement le montant de la retraite, puisque ça dépend du salaire et de la carrière. Mais c'est ce principe-là, et l'objectif de Croizat en 1945, c'est qu'on arrive à cette mécanique de tout le monde sur le même modèle, retraite à 60 ans, sur la base d'un taux de remplacement de 75% du dernier salaire, qui est le principe qu'on a dans le public, et l'objectif était que ce soit valable dans le privé. Ça ne marche pas dans le privé, pourquoi? Parce que les conventions collectives ne sont pas respectées par le patronat, parce que dès que les salariés deviennent âgés et usés, ils s'en débarrassent, et que si on prend les derniers salaires, et pendant longtemps ça a été le cas, et bien on les met dans la pauvreté. Et donc il y a eu une première réforme qui a amené à les mettre sur les 10 meilleures années, non plus les 10 dernières années, pour couvrir le fait que la courbe de carrière n'était pas la même. Mais ce qui faisait qu'elle n'était pas la même, c'est le patronat qui, dès qu'il a pu, s'est affranchi des obligations qui découlaient de la mise en place du salaire. Vas-y, enchaîne. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on met en place un système de retraite, donc comme je vous l'ai dit, il y a des choix qui ont été faits dans les différents pays. Et même dans notre système, il y a les mêmes objectifs, mais on n'a pas toujours les mêmes logiques. Les régimes ne fonctionnent pas tous de la même manière, même en France. Quand on met en place un régime de retraite, on a 3 objectifs. Le premier, c'est de donner un revenu de remplacement et de déterminer sur quoi on le base. Le deuxième, c'est d'avoir un équilibre financier. C'est que on a de l'argent qui sort, il faut faire des rentrées de cotisation en face, ou de recettes en face, parce que sinon, si on est en déficit, ça casse la gueule. Donc à un moment donné, il faut bien équilibrer d'une façon ou d'une autre. Et la troisième, c'est la capacité de pilotage pour faire les ajustements nécessaires. On a donc, dans ces 3 objectifs, des priorités qui vont se donner entre est-ce que dans le revenu de remplacement, je fais ce que j'appelle la prestation définie, donc je donne aux travailleurs, aux salariés, une garantie, c'est tu auras un revenu de remplacement de tel niveau, ou est-ce que je mets en place un système contributif et je dis tu auras un revenu de remplacement qui dépendra proportionnellement de tes cotisations. Dans le premier, la prestation définie, on va mettre en place beaucoup de complexité, mais de la solidarité. Dans le deuxième, la contributivité, c'est très simple, mais il n'y a pas de solidarité, ou alors il faut l'intégrer en y mettant de la complexité. Déjà, on a un premier choix qui se fait là. Le deuxième choix, c'est l'équilibre financier. Est-ce que je fais de la répartition ou est-ce que je fais de la capitalisation? Élément important, répartition, tout ce qui est prélevé est immédiatement redistribué. Capitalisation, c'est de l'épargne, et donc, les premières années, tu ne verses pas de prestations, puisque il n'y a pas de rentrée. Les rentrées, c'est de l'épargne. Et elles appartiennent intuitivement à ceux qui cotisent. Troisième levier, capacité de pilotage. Et donc là, c'est de savoir est-ce que je mets en place un système en points ou en annuité. Le système en points, c'est une capacité de pilotage très souple. Je peux faire des ajustements tous les ans, en jouant sur les différentes variables du point et d'autres mécanismes. Le système par annuité, c'est beaucoup plus long, c'est une force d'inertie, ça prend beaucoup plus de temps à faire des corrections et à les ajuster. Tous les systèmes de retraite obéissent à ces 3 leviers. Ce qui les différencie, c'est quelles sont les priorités qui sont données dans la conception pour dire derrière comment on les articule. Et donc si je dis que je veux privilégier la prestation définie, je mets de l'annuité et je mets de la répartition, c'est ce qu'on a fait nous. Si je dis que ma logique c'est d'avoir la capacité de pilotage en priorité, je mets un système par point, et donc je vais mettre plutôt de la contributivité, éventuellement de la répartition, mais si je peux, je mettrai de la capitalisation. C'est ce qu'a voulu faire Delvaux. Ça vous donne quand même une idée. Allez. Et donc, malgré tout ça, en France, on a fait des avancées. Alors ça a pris du temps. Comme je vous dis, il y a une force d'inertie, donc au début, on avait beaucoup de pauvreté chez les retraités. Et encore en 1970, le taux de pauvreté chez les retraités, il était à 28%. Donc on avait beaucoup de retraités dans la misère. On a eu des réformes, et donc, en 1997, le taux de pauvreté chez les retraités était tombé à moins de 5%. Alors, ça ne veut pas dire que les retraités faisaient des bons. C'est juste qu'ils étaient protégés de la pauvreté.
Protégé, ça ne veut pas dire que tu en es à tout. Il y en a qui étaient quand même pauvres. Et qu'il y a toujours des inégalités. Sauf que la retraite permet d'atténuer les inégalités de carrière dans notre système à nous. C'est la logique du on contribue selon ses moyens, on reçoit selon ses besoins. C'est un des éléments fondateurs de la sécurité sociale sur 3 ans. Et là, on est en 97, sauf que entre-temps, on a eu d'autres attaques. Vous voyez, 97, donc dès 87, on remet en cause la revalorisation des pensions de retraite et on les indexe sur l'inflation et non plus sur l'évolution des salaires. Alors dit comme ça, vous vous dites, mais on a une inflation galopante et mon salaire, il n'avance pas. Oui, c'est vrai. Sauf que dans les salaires moyens, on prend la moyenne des salaires, et il faut savoir que les salaires évoluent en moyenne plus vite que l'inflation. Donc si ton salaire il n'évolue pas, dis-toi que c'est parce qu'il y en a qui se gavent plus que toi dans les revalorisations salariales. À titre d'illustration, en gros, sur 40 ans, quand l'inflation elle est multipliée par 2,5, le salaire moyen il évolue par 3,5. Donc tu vois le décrochage qui se fait sur une durée de vie. La réforme Balladur, donc on a allongé la durée de cotisation et surtout, on est passé de 10 à 25 années pour le calcul de la retraite. Réforme Juppé donc, qui a été abandonnée. Réforme Fillon, on allonge encore la durée de cotisation. On aligne dessus le public sur le privé. Et vous voyez que là où avant, le public était un point d'appui pour gagner des droits nouveaux pour le privé, y compris avec la retraite à 60 ans en 82, là, on a attaqué les uns pour tirer tout le monde vers le bas. La solidarité interprofessionnelle, elle joue à plein dans la retraite. Si on se laisse déposséder sur un mécanisme, tout le monde y passera tôt ou tard. Réforme Borte, 60 à 62 ans. Réforme Hollande-Touraine, on accélère encore, on passe à 43 annuités à terme. Devois 2019, tentative de système universel qui est abandonné, mais ils l'ont pas oublié. C'est-à-dire que dès qu'ils pourront, ils y reviendront, sauf qu'ils vont faire, au lieu de le faire en bloc, ils le feront petit à petit par touche. Et puis donc là, cette année, la dernière, on passe à 64 annuités, à 64 ans, à terme, 64 annuités, ça fait beaucoup. Voilà. Et donc, l'idée des 64 ans, le problème qui se pose, c'est ce qu'on appelle le sas de précarité. Donc, déjà, il faut savoir qu'à 60 ans, la moitié des travailleurs ne sont plus au travail, soit qu'ils sont déjà en retraite, c'est ce qui est en jaune, soit qu'ils sont dans ce qu'on appelle le sas de précarité, c'est ce que vous avez en rouge et en marron. Donc, là-dedans, vous avez la maladie, l'invalidité, l'inaptitude. Et vous voyez que dès qu'on arrive à l'âge de la retraite, à 62 ans, eh bien, ce sas de précarité, il diminue, parce que les gens, ils passent à la retraite. Et donc, ils sortent de la précarité parce qu'ils accèdent à la retraite. Quand je vais pas mettre la retraite à 64 ans, cette chute, elle va se faire non plus à l'âge de 62, mais à 64 ans, en sachant que ceux qui sont dans le bleu à 62 ans, à 61, 62 ans, s'ils ont la santé qui le leur permet, eh bien, ils vont s'ajuster et rester en emploi, quand ils le peuvent. Si la santé le permet et qu'on ne les fout pas à la porte d'abord. Et pour les autres qui sont dans ce sas de précarité, vu que de toute façon ils n'avaient pas d'espoir d'en sortir, on va prolonger leur peine de 2 ans de plus. C'est ça les effets concrets de la réforme. Quand on vous parle du taux d'emploi des seniors, c'est ça. Vous entendez parler que la réforme elle est justifiée par le taux d'emploi des seniors, au motif que le taux d'emploi des seniors, donc les plus de 55 ans en France, il n'est pas bon. Il n'est pas bon comparativement à quoi? À nos voisins européens notamment. Et on nous cite souvent l'Allemagne en comparaison. Il faut savoir qu'entre 55 et 60 ans, on est dans la moyenne européenne, voire légèrement au-dessus, et on est équivalent aux Allemands. Là où on a un décrochage, effectivement, c'est après 60 ans. Et pourquoi on a un décrochage? Pas parce que les gens sont au chômage, mais parce qu'en fait, on part à la retraite plus tôt. Et donc quand je modifie le paramètre de l'âge de la retraite, je vais augmenter le taux d'emploi des seniors, ça ne veut pas dire que je vais lutter contre le chômage. Surtout que si je maintiens des gens en emploi, comment ils font les jeunes pour s'insérer dedans? Ça va être ça le sujet. Et donc, dernier élément, puisqu'on va vous dire que, notamment, je reviens là à ce qu'on a entendu tout à l'heure, sur le truc de la solidarité, on fait un pays communiste. En matière de retraite en France, aujourd'hui, 93% des retraités bénéficient au moins d'un mécanisme de solidarité. 93% des retraités
bénéficient d'un mécanisme de solidarité minimale. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu cotises, si on te dit que tu cotises en solidarité, oui, tu as plus de 9 chances sur 10 d'avoir un retour de la solidarité vers toi une fois que tu seras à la retraite. Les 7% qui n'auront pas de mécanisme de solidarité, c'est qu'ils ont vraiment de la chance. Les 7% sur une tranche de population, vous voyez que ça ne fait pas quand même grand monde. Et là, vous avez les différents mécanismes de solidarité. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, vous avez par niveau de revenu, à gauche, c'est les 25% les plus pauvres, à droite, les 25% les plus riches parmi les retraites. Donc, les meilleures pensions, elles sont au-delà de 1 900 €, toutes pensions confondues. Donc, c'est un quart des pensionnés qui perçoivent plus de 1 000 € en gros. Et même là, ils bénéficient de mécanismes de solidarité, soit par les mécanismes avantages familiaux, mais surtout par les mécanismes de carrière longue et de départ anticipé. Par contre, le premier quartile, les 25% les plus pauvres, ils ont plus de solidarité, et dans les mécanismes importants en solidarité, vous avez les droits familiaux, donc les majorations de trimestre pour les personnes qui ont des enfants, les 10% pour ceux qui ont 3 enfants, qui comptent beaucoup, entre autres, mais pas que, y compris la réversion. Et vous avez en vert tout ce qui est minima de pension, c'est-à-dire que quand vous avez une petite retraite, vous pouvez avoir des mécanismes de minimal, soit par le minimum contributif dans le privé, soit par le minimum garanti dans le public, et pour les plus démunis, la possibilité de demander l'allocation spécifique aux personnes âgées. Et donc vous voyez, notre système il est solidaire, il marche, à condition qu'on arrête toujours de triturer et de mettre les mains dans la mécanique, comme le fait depuis 30 ans le gouvernement. On a un peu de temps s'il y a des interventions dans la salle. Moi, j'ai une question par rapport aux dernières dispositions. Merci Régis. Les dernières dispositions sur la GIR. L'accord Agirc-Arrco que nous venons de signer, donc c'est historique, oui, parce que je ne sais pas si beaucoup de monde se rappelle, c'est quand la dernière fois qu'on a pu signer un accord sur tout ce qui est l'Agirc-Arrco. Alors, on n'a pas signé parce qu'on est d'accord avec le contenu, loin de là, parce que donc l'accord tel qu'il est présenté confirme les paramètres de pilotage qui ont été définis avec une mécanique de pilotage par les réserves et de ne surtout pas augmenter les cotisations. Donc, c'est pas pour ça qu'on a signé l'accord. On a signé l'accord parce que le gouvernement mettait la pression pour fonctionner une partie, donc, soit des réserves, soit des recettes de l'Agirc-Arrco, pour financer le minimum contributif et les dispositifs qu'il a mis en place dans le cadre de sa réforme, au motif que, en faisant partir les gens plus tard en retraite, ça faisait des économies pour l'Agirc-Arrco et des recettes supplémentaires. Et nous, ce qu'on a dit, et donc la CGT, elle l'a dit très fortement, et ça a pesé dans la balance, c'est que les effets sur le régime Agirc-Arrco de la réforme doivent revenir aux salariés du régime et non pas revenir dans les mains de l'État, parce que c'est nous qui gérons, même si c'est très imparfait, on est encore en paritarisme de gestion. Et donc on a pesé, on a obtenu quelques avancées, notamment par une meilleure revalorisation des pensions que ce qui était prévu. Alors c'est pas ce qu'on demandait, parce qu'effectivement on demandait au moins 10%, et on n'a que 4,9%, mais au départ il partait à 4,6%, et si on n'avait pas eu d'accord, on était même à 3,7%. Donc on a été chercher ça, on a été chercher d'autres logiques, l'arrêt du dispositif sur le malus pour ceux qui partaient à l'âge légal, alors qu'ils avaient leur carrière complète et qui prenaient 10% au moins sur la complémentaire pendant 3 ans. Donc on a obtenu l'arrêt de ce mécanisme pour ceux qui vont partir, et à compter du 1er avril pour ceux qui le subissent. Et ça, c'était pas gagné, y compris côté syndical. Et donc on a obtenu ces avancées. Pour autant, on n'était pas chaud pour signer, on était très balancé. Et ce qui nous a fait pencher, donc j'ai participé à la négociation, donc j'ai fait parmi ceux qui ont rendu un avis. Lequel, le premier ou le deuxième? Les deux. Pour rien te cacher, c'est moi qui ai rédigé les premières trames. Voilà. Mais on était très, très balancés. Et un des éléments donc, qui a pesé, c'était la volonté du gouvernement de venir taper dedans. Et donc de dire, avec en plus 2 organisations patronales qui n'ont pas signé,
personnellement, quand on a deux organisations patronales qui signent pas, c'est que l'accord il est quand même pas si mauvais que ça. Je dis pas qu'il est bon. Je dis pas qu'il est bon. Mais c'est pas si mauvais que ça. Quand le patronat n'est pas content, c'est qu'on s'est pas trop mal démerdé quand même. Et le MEDEF a signé à contre-cœur parce qu'il ne voulait pas que le gouvernement mette les mains dedans. Et en fait, notre signature, elle est avant tout politique pour maintenir un front syndical uni face aux velléités du gouvernement et peser derrière sur l'idée de remettre en cause les paramètres de gouvernance, en sachant qu'on a obtenu aussi le principe d'une discussion sur des mécanismes de solidarité spécifiques au régime Agirc-Arrco, que certains ne voulaient pas entendre parler, et c'est une idée de la CGT qui a été intégrée dans l'accord. Donc, si on avait eu un truc complètement écrit qui validait le truc, on aurait peut-être été amené à réfléchir différemment à la signature. On l'a fait en deux temps parce qu'il y avait le contexte politique et que c'est avant tout une signature tactique et stratégique. Et pas du tout une signature d'accord sur le fond. Bravo. En rappelant que c'est les organisations de la CGT qui ont décidé de la signature ou pas, nous on n'a fait qu'émettre un avis. L'avis était assez partagé. Moi, c'était une question, tu te souviens, Régis, tu avais Rosie toute seule. Tu avais déjà animé une conférence que l'on avait fait sur la santé et l'action sociale avec Delphine pendant la bataille, justement, et je t'avais posé la question sur les carrières mixtes, public, privé, ou privé-public, comme tu veux, et par rapport à la nouvelle qu'on vient de se prendre. Parce que c'est vrai que nous, sur l'hôpital, on en a quand même pas mal. Je ne suis pas la seule à être concernée, à être rentrée tard dans le public, ou tôt, etc., avoir fait du privé, parti. Donc est-ce que là-dessus, on a un peu plus de billes, parce que pour que tout le monde puisse comprendre très, très rapidement, un soignant, nous, c'était 55, Sarko nous a mis 2 ans plus, 57, public, mais effectivement, le privé, si on en avait, c'était 62. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas si le privé, on le touche en partant du. Aujourd'hui, même à 57, 58, on touche donc le public, ok, mais à quel âge on touche le privé? Il n'y a personne qui sait nous répondre. Est-ce qu'on touche à 64, 2 ans de plus, ou est-ce qu'on touche quand même à 62? Parce que sur les carrières mixtes, tu te souviens, effectivement, le gouvernement, on n'avait rien là-dessus, hein, c'était des carrières unies, privées ou publiques. Donc est-ce qu'on a un peu plus de billes, ou c'est peut-être pas ce soir, tu pourras nous faire un retour? Mais c'est un problème, ça. Hein. C'est vraiment un problème parce qu'on n'avance pas là-dessus et c'est pas bon. Parce que il y a beaucoup de gens dans l'impasse. Et prenons notre cas, nous, dans le service public, où quand on va demander notre retraite, pour le privé, c'est démerde-toi. Hein. Ils ne nous disent pas tu vas là, tu vas là, tu vas là. Alors évidemment, quand on est militant, on sait où aller. Mais les salariés ne savent pas. Et bien souvent, non seulement ils ne savent pas, ils ne font pas le nécessaire et ils ne touchent pas leur retraite du privé. Et c'est ça qui me fait chier, parce que moi, évidemment, je vais la toucher, hein, je vais aller jusqu'au bout. Mais je ne suis pas toute seule, c'est pour les autres que je pose la question là, c'est comme d'habitude pour les autres. Donc à un moment donné, il va vraiment falloir qu'à la CGT, on puisse essayer d'avoir des réponses, parce que je ne vais quand même pas aller voir Macron pour l'avoir. Je pense qu'à la CGT, il faut qu'on s'empare des carrières mixtes. C'est inévitable. On n'a pas de réponse. Notre établissement ne l'a bien évidemment pas. Parce que je le répète, c'est démerdez-vous, on ne dit même pas savoir où aller ou s'orienter pour toucher notre privé, parce que bien souvent, on a fait 30 ans de public, donc il y a 30 ans, va retrouver tes bulletins, tes trucs, ton bordel, ton machin, et que moi, personnellement, je ne reçois plus rien de la caisse de retraite du privé, et même sur mon relevé de carrière. Donc à un moment donné, comment on peut arriver à nous s'en emparer pour pas que les salariés se fassent mettre? C'est pas plus compliqué que ça, hein. Parce qu'on en est là. Il y a 2 niveaux dans ton questionnement. Le premier, c'est sur l'âge d'effet, sur l'articulation polypensionnée. Là, j'ai pas la réponse. Parce que, c'est complexe. Là, c'est pas que complexe, c'est compliqué. Voilà. Et ça fait partie des choses sur lesquelles, à la CGT, on a des revendications, et notamment quand on avait la question de mise en place d'une maison commune des régimes de retraite, c'est aussi pour structurer tout ça et régler ce genre de problèmes en coordination. Non pas d'obliger tout le monde à fusionner, mais d'avoir une coordination qui permette d'avoir ces éléments-là. Excuse-moi de te couper, il va bien falloir qu'on les ait. Oui. Parce que non, mais je ne dis pas pour nous.
Mais, attention, hein, mais... Non, mais il va falloir- après c'est le problème effectivement de la réglementation et des caisses, oui. c'est compliqué. Pour l'information, alors, c'est pas satisfaisant, et je sais que ça va faire grincer des dents, mais pour l'information, en fait, tu as un outil aujourd'hui qui s'appelle l'interrégime, donc l'info-retraite, qui lui a accès à toutes les données de carrière. Mais c'est sur Internet. Et donc il faut passer par Internet pour pouvoir avoir l'accès à tous ces éléments-là et être sûr de ne rien oublier. Ils sont en train de travailler à faire des courriers d'information aux retraités pour leur dire attention, vous avez, ou avant que tu partes à la retraite plus tard, mais là ils commencent déjà par ceux qui sont en retraite, on s'est aperçu que vous aviez des bouts de carrière que vous n'avez pas réclamé votre retraite, donc pour te permettre de récupérer les sommes qui te sont dues. Mais on est toujours en correction. L'autre élément, qui là encore, et c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui tout passe par la dématérialisation Internet, c'est ce qu'ils appellent donc le registre de carrière unique, qui te permettra de faire des correctifs en temps réel, donc chaque année, en constatant tes données de carrière dès lors que tu t'aperçois qu'il y a un trou dans ta carrière, et non pas de le faire après 55 ans, parce que forcément, quand tu le fais à 55 ans, retrouver les bulletins de salaire d'il y a 30 ans, c'est compliqué. Alors que si tu le fais au fil de l'eau et que tu surveilles ta carrière, c'est plus simple. Le problème, c'est que c'est toujours pareil. Ça renvoie à la connaissance de l'information et le fait que tout se fait en ligne, parce qu'ils sont dans le tout numérique. Or, nous, ce qu'on dit, c'est qu'avoir une information, un contact humain, c'est quand même important. Et tu vois bien, si tu demandes un rendez-vous retraite, si tu as moins de 55 ans, ils te le donneront pas, et c'est un des problèmes. Alors moi je suis administrateur à la CNAV, en plus j'ai une responsabilité particulière dedans, donc c'est un des éléments que je vais essayer de porter, sur notamment les deux questions, mais la question aussi de l'information aux actifs, de comment ils peuvent faire, s'ils veulent un rendez-vous carrière, un rendez-vous retraite, si on veut leur donner le système du registre unique, c'est bien, mais il ne faut pas les laisser seuls devant un écran informatique, donc il faudra bien qu'à un moment donné, il y ait du back-office et de l'humain en face pour y répondre. J'insiste sur l'humain parce qu'ils mettent aussi en expérimentation dans la région un chatbot, un robot par téléphone, donc une intelligence artificielle par téléphone. Dernière intervention de la salle. Je vais conclure alors. Nous avons vu que la sécurité sociale est bien un conquis, obtenu grâce à la mobilisation et à la force que représentaient le PCF et la CGT. Notre pays doit au ministre Ambroise Croizat l'instauration du salaire socialisé, c'est-à-dire la mise en commun d'une partie de la rémunération du travail de chaque salarié pour faire face à des besoins universels, la santé, la retraite. Ce sont les cotisations sociales. Et comme pour sa mise en œuvre, n'est-il pas une nécessité que de convaincre les travailleurs que la sécurité sociale est leur affaire, qu'elle fait partie intégrante de leur salaire et qu'il convient de la défendre au même titre que le gain acquis quotidiennement dans les entreprises, qu'ils doivent reprendre la main sur la Sécu. Rien ne pourra se faire sans vous, disait-il. La sécurité sociale n'est pas qu'une affaire de loi et de décret. Elle implique une action concrète sur le terrain, dans la cité, dans l'entreprise. Elle a besoin de vos mains. Pour nous, et pour la grande majorité des travailleurs, ce n'est pas un sujet de commémoration historique, c'est un sujet de lutte présente et à venir. L'ambition de cette soirée n'a de sens que pour perpétuer ce combat. La sécurité sociale a une dimension humaniste et politique. Ce n'est pas un objet comptable, mais un choix de société. Les chiffres ne doivent jamais avoir les priorités sur nos vies. Déclinons cette initiative dans nos syndicats, lançons les débats militants. Voilà. Et je tenais à remercier, alors je vais essayer de faire tout dans l'ordre, Françoise, la secrétaire de l'UL, pour s'être occupée des invitations, des inscriptions et des relances. L'UD pour avoir prêté la salle et le matériel, Stéphane Sier pour l'avoir installé, Pascal et Jean-Marie pour la technique, mais aussi Sabrina qui au pied levé est venue nous aider, et Hichem, notre caméraman préféré. Merci. Merci à tous. Je pense que l'objectif de cette soirée, il est réussi. C'était que vous alliez ensuite relayer, c'est ce qui vient d'être dit, tous ces combats qui sont à mener. Ne comptez pas sur nos ennemis de classe pour faire la propagande. La propagande, c'est nous. C'est pour ça qu'on aime bien à l'UL l'idée de l'éducation populaire.
ou les palabres militants. Voilà, si c'est nous, pourquoi il y a 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias? Si on ne fait pas nous-mêmes cette propagande, si on ne va pas éduquer les salariés, alors oui, c'est des populations populaires, on est fiers de ça. Voilà. Comme il disait Ambroise Croizat, jamais nous ne tolérons que ne soit renié un seul des avantages de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie cette loi humaine et de progrès. Merci les camarades. Laurent. Alors, une petite intervention du camarade Laurent. Et après, s'il vous plaît, laissez-nous 2-3 minutes. Les chaises qui sont là, on les met là-bas au fond. Et on continue de débattre. Le débat continue, puisqu'on vous invite à le relayer dans tous vos syndicats. Il continue, mais autour de la restauration. Alors Laurent propose qu'on envoie les PowerPoint. Donc évidemment, ces initiatives sont à relayer dans tous les territoires. On a des savoir-faire, on a des registres. Bien sûr, on a la sociale, on a du matériel, on a bien sûr. Je peux préciser, le film sera sur la chaîne de l'UL de Nice, la chaîne YouTube. Donc voilà, je pense que tout le monde a entendu. On mettra le film en ligne sur la chaîne YouTube de l'UL. Mais voilà, je sais que Régis il est aussi à disposition selon son planning pour relayer les mêmes initiatives dans vos congrès, partout. Voilà. Donc restez là les camarades, on va se restaurer, le débat continue.